2024. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. À suivre dans un instant la une des journaux et la présentation et la pensée du jour qui vous seront présentées comme d'habitude chaque matin par Abdelkader Achirou. À la suite de sa présentation de la une des journaux et de la pensée du jour, je vais installer pour vous, amis internautes, les présentateurs du bulletin matinal d'information et de la définition du jour. Au sommet du bulletin matinal d'information qui vous sera présenté ce jour par Francis Fahami, vous aurez droit à l'ambiance qui a prévalu hier 1er mai 2024 à la Bourse du Travail de Cotonou lors du meeting d'information organisé par les centrales et confédérations syndicales. Les travaux d'assainissement et de voirie prévus à Aboumey-Calavi dans le cadre du programme d'assainissement des villes secondaires démarrent ce jeudi 2 mai. Un conseiller communal à Diakotomé est placé en garde à vue. Plus de détails vous seront donnés dans la présentation matinale du bulletin. Dans la définition du jour qui vous serait présentée par Quentin Amonsou, il nous fait découvrir l'expression « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Juste après sa présentation, vous aurez droit à la rubrique horoscope du jour. Comme tous les jeudis matins, à en croire les prédictions astrologiques recueillies pour vous, amis internautes, les natifs du signe Poisson paraissent les plus favorables ce 2 mai. Amis du signe, votre sensibilité et votre intuition seront vos meilleurs alliés. Aujourd'hui, vous saurez capter les attentes de vos collaborateurs et les guider vers la réussite d'un projet commun ce jour. Juste après ma présentation de la rubrique horoscope du jour, vous aurez droit au panel de discussion. Aujourd'hui, dans le panel de discussion avec les panélistes Francis Fahami, Abdelkader Achirou, Leandro Kodo et Billy Gaëlaïbi, vous aurez droit comme thématique la sexualité au Bénin, sujet tabou entre parents et enfants. En fin d'émission, vous aurez droit à l'invité du jour. Et nous recevons pour vous comme invité ce matin avec Abdelkader Achirou, bien sûr, Ferdinand Huejo. Il est économètre, ingénieur, statisticien. Avec lui, on va discuter sur la thématique chômage ou sous-emploi sur le marché du travail au Bénin que présentent les indicateurs macroéconomiques. Voilà ce qui est du sommet du Free Matin de ce jeudi matin. On démarre sans plus tarder avec la une des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Aboumey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Aboumey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. La une des journaux, c'est avec vous, Abdelkader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nosrine Fatoumbi, chers amis internautes, bonjour. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur nous propose ce matin en manchette célébration du 1er mai, les manifestations de la CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin réprimée, près de 80 interpellations à Cotonou selon le secrétaire général de la CSTB, des travailleurs dispersés à Parakou, les échos des autres régions, les syndicats toujours menaçants, une nouvelle marche projetée pour le 11 mai prochain, la police républicaine
reste déterminé. Retrouvez l'article qui fait le point de la célébration du 1er mai au Bénin à la page 3 de la livraison de ce jeudi matin. Suite à la demande du groupe de travail de l'ONU pour les cas de Rekia Madougou de Joël Frédéric Aïvo, le pouvoir répond, l'exécutif ne peut s'immiscer dans le judiciaire. Pour les nombreuses réalisations du gouvernement dans le septentrion, les élus du département du Borgou remercient le président Patrice Talon. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs comme à l'accoutumée à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de fête internationale du travail au Bénin, des progrès en matière d'emploi et de sécurité sociale. Retrouvez l'article à la page 3. On peut lire également à la une du quotidien de service public, renforcement du secteur privé, le directeur général de l'IFC au Bénin, le directeur général d'IFC au Bénin, des précisions sur cette visite à la page 2 de la livraison de ce matin du journal qui nous apprend qu'à l'Assemblée nationale, la loi sur la Cour spéciale des affaires foncières a été modifiée. Retrouvez les innovations insérées dans cette législation dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien de service public. Fraternité, fête du 1er mai 2024. Tout sauf récréative. La marche de la CSTB réprimée, plus de 70 militants arrêtés. La ministre Adidiat Matisse appelle au dialogue. Retrouvez l'article en page 3. Assemblée nationale, la loi sur la Cour spéciale des affaires foncières modifiée. Le matinal ce matin en manchette fait du travail au Bénin. Les syndicats célèbrent le 1er mai dans la division. La marche de la CSTB étouffée. Des manifestants interpellés. Le message de la ministre du Travail à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, ainsi que les conseils de Pascal Todinou à ses successeurs. On peut lire à la une de Le Matinal de ce matin, répression annoncée des infractions liées aux véhicules à 4 roues. Les taximens du département ou des départements du Mouno et du Koufo protestent. Retrouvez leur protestation à la page 7 de l'apparition de ce matin du Canard. Lutte contre la cybercriminalité au Bénin, 1773 personnes poursuivies entre 2023 et 2024. Le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Mario et l'homme Mettonou, dresse le bilan, lequel vous est rapporté à la page 11. Matin libre, restriction des libertés syndicales. Veut-on aussi interdire la marche? S'interroge le Canard avec pour illustration une photo du secrétaire général de la CSTB une photo prise au cours d'une marche. Géant meeting à la Bourse du Travail, la CSA, la CGTB, l'UNSTB et la COSI remobilisent les travailleurs. Retrouvez le point à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui nous propose également comme titre ce matin sa une, réflexion de la salle d'audience privée de Louis Béounou-Vlavonou, président de l'institution parlementaire du Bénin. Des députés de l'opposition demandent une commission d'enquête. Le Béninois libéré à présent, affaire Rekia Madougou, les raisons du non-respect de l'avis du groupe de travail des Nations Unies par le président Patrice Talon vous sont exposés à la page 8. Occupation illégale des espaces publics à Cotonou. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia-Tropo, recadre les promoteurs des bars et restaurants. Entre le communiqué rendu public à l'occasion dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le potentiel ce matin manchette parle de scandale sexuel, d'abus et d'escroquerie à la zone économique spéciale de Glodjigbe. Patrice Talon en colère, des têtes tombent à la G10, une vingtaine de personnes suspendues et renvoyées à la maison, 6 autres agents arrêtés et gardés à vue à la brigade économique et financière. Retrouvez des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Sommet de délocaliser ses activités de Cotonou par le gouvernement depuis 2021 à Ganri. La Société des ciments du Bénin défie Patrice Talon. L'environnement en souffrance. Les riverains traînent diverses affections. Des mesures contraignantes de l'État vis-à-vis de la SCB souhaitées, estime le journal. Nous restons toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, atelier de l'Union postale universelle sur la comptabilité internationale. Judith Glidia lance la formation des délégués internationaux à Cotonou, la fin des travaux prévus pour ce jour.
Le révélateur du jour, contrôle inopiné du poids des bouteilles de gaz, l'ANM aux côtés des consommateurs dans le département du Septentrion. Nord-Sud quotidien, 1er mai 2024, la fête du travail sous tension. Cour spéciale des affaires foncières, le Parlement modifie la loi. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin en manchette parle des filières lait, viande et œufs de table au Bénin. La production maintient sa dynamique. Zone UEMOA, les avoirs en or de la BCAO évalués à 1831 milliards de francs CFA en 2023. Retrouvez des précisions sur cette évaluation à la page 10 de la parution du journal. Il s'agit bel et bien du premier quotidien économique du Bénin, notamment l'économiste. L'événement précis, édition 2024 de la GIDE à Porto-Novo au Bénin. Les archives numériques de la danse au cœur d'un atelier. Retrouvez des précisions à la page 10. Occupation des espaces publics à Cotonou. Le maire Luc Setondiatropo rappelle à l'ordre les tenanciers de bars et restaurants. Des précisions à retrouver à la page 12. Nouvelle marche de protestation à Cotonou. Sont 12 manifestants de la CSTB interpellés par la police. Pourquoi l'opposition a annulé sa marche ce mercredi? C'est à retrouver à la page 3 de la parution du matin du journal. Le Télégramme, quant à lui, affacturage, répression de l'usure et réglementation bancaire. L'Assemblée nationale dote le Bénin de 3 lois majeures, lesquelles vous sont exposées et détaillées à la page 7. Vie chère au Bénin. Les travailleurs crient leur ras-le-bol à un meeting à Cotonou. 112 personnes interpellées lors de la marche des travailleurs. Le quotidien Nassiara à présent, multiplicité de fronts contre la rupture. Enfin, l'heure de l'épreuve du pouvoir a sonné. L'autre quotidien, meeting des travailleurs à la Bourse du Travail. Je cite, c'est la fin, la misère qui nous a fait sortir. Fin de citation sur les propos de Anselme Amoussou. Retrouvez la transcription intégrale de ces propos dans les colonnes de la parution du matin du journal. Décryptage info à présent, Fonds africain de garantie de coopération économique, 760 milliards de francs CFA de garantie entre 2021 et 2023. Le directeur général Ngueto Yambaye fait forte impression. Dynamisme info, interpellation des travailleurs un 1er mai. Le Bénin fait salir davantage sa réputation, estime le confrère. Non-respect de l'avis du groupe de travail des Nations Unies, la décision de la Cour constitutionnelle, la caution au maintien en prison de Rika Madougou, s'interroge le journal. Le Soleil Bénin Info pour boucler ce matin, lutte contre la fraude fiscale au Bénin, une agence de voyage dans l'œil du cyclone, la Direction générale des impôts en état d'alerte maximale. Retrouvez des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution du matin du journal qui nous propose également comme titre ce matin à sa une, mobilité urbaine à Cotonou et environ, une centaine de véhicules Bénin Taxi abandonnés aux intempéries. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens, vous le savez si bien, sont disponibles dans les kiosques. Merci à vous, Abdelkader Achirou, pour la présentation de ces unes. Amis internautes, je rappelle que les quotidiens sont disponibles au kiosque au prix de 300 francs et de 500 francs. Vous restez avec moi, Abdelkader Achirou. On passe à présent à la pensée du jour. Abdelkader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, à nouveau, Nasrine Fatoumbi, chers amis internautes, bonjour à nouveau. Une vie est faite de détails, mais un détail peut changer une vie. Alors soyez très réfléchis, très prudents et surtout très minutieux en toutes circonstances. Merci à vous, Abdelkader Achirou, pour la présentation de cette pensée du jour pleine de leçons. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion et l'invité du jour. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Francis Ouarné. Bonjour. Bonjour, Nasseri. La définition du jour, c'est avec vous, Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour, Nassine Fatoumbi. On va démarrer le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Farami. Les centrales et confédérations syndicales se sont réunies hier pour un meeting d'information. Vous nous en parlez. En effet, bonjour à vos chers amis internautes. La Bourse du Travail de Cotonou a courrier de monde ce mercredi 1er mai. Les centrales et confédérations syndicales, notamment la CSA Bénin, la CGTB, l'UNSTB et la COSI Bénin, ont organisé un meeting d'information et un appel à la mobilisation. Le point des échanges dans ce reportage signé Kanté Amoussou. Ils sont venus entre autres de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, de la Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB, et de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, UNSTB, pour célébrer ce lundi la fête du travail. Cette célébration, sous la couleur d'un meeting d'information, a permis aux secrétaires généraux de féliciter et d'encourager leurs camarades syndicalistes. Nous devons tenir bon. On vous félicite pour votre abnégation, votre détermination.
Et tant que nous savons que notre cause est juste, parce qu'elle est juste, on doit pouvoir exprimer son mécontentement. Mais donnez-nous ce qui nous revient. On ne peut pas payer le maïs à 500, 600 francs le kilo et on va se taire. Et avec notre détermination, la victoire est certaine. La victoire, la victoire, la victoire, la peur a changé de camp. La peur. Pour les syndicalistes, ce meeting d'information est le lieu à la fois de s'informer, mais également d'inviter le gouvernement au dialogue. Ce que nous attendons, c'est que le gouvernement sache que ces acteurs sont pour le développement, accepte à s'asseoir avec nous, échanger avec nous sur les problèmes réels, les maux qui minent les travailleurs aujourd'hui au Bénin, les maux qui minent le peuple béninois. Vous allez voir tout autour de la bourse du travail, rien que des forces de l'ordre pour intimider, pour dissuader les gens. Les gens sont derrière là-bas, ils ont peur de rentrer à la bourse du travail. Mais ce que nous attendons du gouvernement, c'est de démordre un peu, de laisser les gens aller librement, s'exprimer librement et que la vie soit moins chère. Cette rencontre qui a réuni des syndicalistes venus de plusieurs centrales et confédérations a compté également quelques personnalités. Nous-mêmes, avant d'être députés, nous sommes d'abord des travailleurs. Et un jour, notre mandat va finir à l'Assemblée nationale. Et on va retourner travailleurs. Mais au-delà de ça, nous avons le droit d'être aux côtés de nos populations. Et c'est ça qui a fait que nous sommes sortis aujourd'hui. On était d'abord allés à l'Étoile pour marcher, mais malheureusement, la marche a été empêchée. Et voilà pourquoi nous sommes venus ici, à la Bourse du Travail, pour rester aux côtés des travailleurs, pour manifester contre la vie chère et toutes les autres restrictions des libertés. Et c'est le lieu d'encourager les travailleurs. Tout ce qu'ils font, les encourager et nous-mêmes être à leur côté. Les secrétaires généraux invitent les syndicalistes à plus de prudence face aux forces de l'ordre. Évitez de répondre à toute provocation de la police. C'est la meilleure manière de préparer le 11. Ne tombons pas dans leur piège. Je voudrais vous informer que tout à l'heure, pendant qu'on les empêchait d'aller vers l'Étoile Rouge, pendant qu'on a bloqué toutes les voies, quelques camarades de la CSTB, avec à leur tête le camarade Kassa, ont décidé de revenir vers la Bourse du Travail. Ils ont été gazés, violentés, poursuivis tout à l'heure en Grégane. Ils se donnent ainsi rendez-vous le 11 mai prochain pour la marche contre la cherté de la vie au Bénin. Dans le même registre, quelques travailleurs se sont exprimés également. En effet, quelques participants ayant assisté à ce meeting d'information organisé par les centrales et confédérations syndicales se sont exprimés. Suivons ensemble. Les travailleurs fêtent aujourd'hui la fête du travail et c'est le premier mobile de notre rassemblement. Et nous devons fêter la fête du travail parce que nous sommes des travailleurs béninois. Le deuxième objectif pour lequel nous sommes là et pour lequel nous sommes fiers, et nous avons de bonnes intentions, c'est nous avons prévu de manifester notre mécontentement le 27 avril passé. Mais cette manifestation a heurté la résistance de la police républicaine. Nous n'avons pas pu faire la marche. Et aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés pour nous concerter, pour communiquer, pour prendre des décisions dans la gestion de l'avenir. Donc notre raison d'être aujourd'hui ici, c'est de prendre des informations, c'est de décider de comment nous allons gérer l'avenir des travailleurs. Nous sommes fâchés et on ne peut pas nous empêcher de dire que nous sommes fâchés. Nous sommes dans un état de droit où ceux qui sont d'accord ont la libre expression de dire qu'ils sont d'accord avec le mot de gestion. Il faut que le même principe soit appliqué à ceux qui ne sont pas d'accord. Nous sommes des citoyens, donc nous sommes là pour planifier des actions, pour planifier des activités que nous allons mener, pour avoir notre point de vue, c'est-à-dire sur la gestion de notre État. Pour nous autres qui sommes des militants, des travailleurs, des travailleuses, je crois que tout a été dit. Nous n'avons rien fait de mal que de vouloir exprimer haut et fort les difficiles conditions de vie dans lesquelles, non pas seulement les travailleurs, mais tout le peuple vit. Et nous, syndicalistes, nous sommes des répondants
des travailleurs, donc les répondants du peuple. Donc il était question pour nous de marcher pacifiquement pour exprimer la situation difficile dans laquelle toute la population, les travailleurs, pas seulement les travailleurs, parce qu'en fait les travailleurs, ce n'est pas seulement les travailleurs publics. Il y a ceux du secteur privé, informel et toute la grande masse de tous ceux qui travaillent de leurs mains et qui, à partir de leurs activités génératives de revenus, nourrissent leur famille. Aujourd'hui, le panier de la ménagère n'est pas vraiment ce qu'il faut. Vous-même, vous savez que la mesure de maïs est passée à 500 francs et celle du gari, le gari fin, est passé à 1200. Alors, dans quel salaire est-ce que nous prenons tout ça? Dans le même salaire. C'est juste pour dire que nous avons ras-le-bol de cette vie qui est devenue chère. Nous, au port, on nous a annoncé des réformes. Mais nous sommes en train de constater avec désolation que cette réforme est suicidaire. Vous savez, tel que les gens l'ont dit, quand il y a la famine, c'est le salut du peuple. La loi suprême, c'est le salut du peuple. Et nous, au port, nous les dockers, nous n'arrivons même plus à vivoter. Nous sommes dans la chaleur, nous avons faim. Nous ne nous retrouvons plus dans cette réforme parce que tous nos acquis sont supprimés. La rareté des navires, ok, n'est pas imputable aux dockers. En tant que député, nous avons le droit d'être aux côtés de nos populations. Et c'est ça qui a fait que nous sommes sortis aujourd'hui pour rester aux côtés des travailleurs, pour manifester contre la vie chère. Et c'est le lieu d'encourager les travailleurs. Tout ce qu'ils font, les encourager et nous-mêmes être à leur côté pour que nous puissions le faire ensemble. Ce n'est pas le problème des travailleurs seuls, c'est le problème de toute la nation. Et donc, ce que nous ne pouvons pas faire à l'Assemblée nationale, on doit être capable de le faire dans la rue. Et c'est pour ça que nous sommes là. Ce que nous attendons du gouvernement, c'est de démordre un peu, de laisser les gens aller librement, s'exprimer librement et que la vie soit moins chère. C'est que le gouvernement nous écoute, c'est que le gouvernement reconsidère sa position, c'est que le gouvernement sache que nous sommes des acteurs du développement et sans nous, il ne peut pas avoir développement et qu'il accepte s'asseoir avec nous, échanger avec nous sur les problèmes que nous avons. Parlons toujours du 1er mai. La marche de protestation initiée par la CSTB pour se tenir hier ne s'est pas déroulée comme prévu. En effet, la marche de protestation de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB, prévue pour ce mercredi, ne s'est pas déroulée comme pensé. À peine arrivée, à peine entamée plutôt non pas à la place de l'Étoile Rouge comme initialement projeté, la marche a été dispersée par la police à coups de gaz lacrymogène. Dans une déclaration à la Bourse du Travail, le secrétaire général de la CSTB, Kassa Mampo, a informé qu'il y a eu des arrestations. Ils ont finalement arrêté plusieurs de nos camarades venus dans des bus qu'ils ont envoyés à Aglangandan, a-t-il déclaré. Adidiatou Matisse, ministre du Travail et de la Fonction publique, invite les syndicalistes au dialogue. En effet, la ministre Adidiatou Matisse veut que la recherche de la satisfaction des revendications des travailleurs se poursuive dans le dialogue. Elle l'a fait savoir lors de son message à l'endroit des travailleurs mardi dernier à la veille du 1er mai, fête du travail. La ministre du Travail et de la Fonction publique a indiqué que le gouvernement est conscient qu'en dépit de tout ce qui a été fait, il reste encore à faire. C'est pourquoi il demeure dans l'effort continu afin d'apporter des solutions aux préoccupations des travailleurs et d'améliorer autant que faire se peut leurs conditions de vie et de travail. Plusieurs personnes sont mises aux arrêts à la G10. Plusieurs personnes ont été mises aux arrêts au sein de la zone industrielle de Glodjibé GDIZ. C'est du moins ce qu'il convient de retenir d'un communiqué de la Société d'investissement et de promotion de l'industrie CIPI Bénin SA en date de ce mardi 30 avril. Les différentes personnes mises en cause seraient impliquées dans un processus anormal de recrutement dans certaines unités installées au sein de la zone industrielle. Une fois l'alerte donnée par les responsables de la CIPI Bénin SA, la police républicaine a procédé à l'interpellation des individus présumés auteurs, co-auteurs, complices ou facilitateurs des actes incriminés. Vous nous informez qu'un conseiller communal est en garde à vue à Diakotomé. C'est cela, un élu communal de Diakotomé est gardé au violon pour des nécessités d'enquête. Le conseiller communal a été interpellé en garde et gardé à vue à la suite de la découverte de vivres volés dans une cantine scolaire. Le vol a été perpétré à l'école primaire publique Sebiohui
Les hors-la-loi ont emporté plusieurs sacs de riz et des bidons d'huile destinés aux élèves. Abomey-Calavi accueille le programme d'assainissement des villes secondaires à partir de ce jeudi 2 mai. Les quartiers Tankbe, Zobadje et bien d'autres sont pris en compte dans le cadre des travaux de voirie et d'assainissement prévus à Abomey-Calavi. Les voies d'accès au marché de Kokokodji sont également pris en compte dans ce projet. Les travaux s'inscrivent dans le cadre du programme d'assainissement des villes secondaires PAPVS qui démarre ce jour, jeudi 2 mai. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce jeudi. Merci à vous, Francis Farami. Vous restez avec moi. On va retrouver dans un instant Quentin Amoussou pour la définition du jour. Bonjour à nouveau, Quentin Amoussou. Bonjour, Nancine Fatumbi. Bonjour à vous, amis internautes. Aujourd'hui, dans la définition du jour, vous nous faites découvrir l'expression « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». C'est le cas. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Nous devons cette citation à un écrivain français, Henri Gauthier-Villa, dit Willy. Elle fut introduite au 19e siècle. À l'origine, cette expression était un peu différente. Le monde est à ceux qui se lèvent tôt, le demi-monde à ceux qui se couchent tard. Elle a ensuite été reprise par un autre écrivain, Jules Renard. Le monde appartient à ceux qui se lèvent de bonne heure jusqu'à ce que les autres se lèvent après. Alors, elle a encore évolué cette même expression pour atteindre la forme que nous utilisons aujourd'hui. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Cette expression prenait vraiment tout son sens à l'époque. Au 19e siècle, la lumière électrique n'était pas très répandue. Ainsi, ceux qui se levaient en même temps que le lever du soleil avaient un avantage précieux quand même. Ils avaient plus de temps pour travailler que les autres. C'est d'autant plus vrai que les métiers les plus répandus à l'époque étaient liés à l'agriculture. Et donc, commencer à travailler dès le lever du jour, voire même un peu avant, permettait d'être plus productif et donc de pouvoir gagner plus d'argent. De nos jours, l'expression s'utilise plutôt pour expliquer qu'afin de réaliser ses ambitions, il faut commencer le plus tôt possible, ainsi de ne pas compter ses heures. Cela permet également d'avoir une longueur d'avance sur les autres. Et voilà, c'est l'essentiel à retenir de la définition ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Quentin Amoussou. Dites-nous, vous croyez à ces expressions? Évidemment. Évidemment, bon, il y a des gens quand même qui se lèvent tôt. Il y a pour des métiers, vous vous levez tôt, vous venez à 6 heures et puis finalement, ça ne donne pas grand-chose. Mais ça ne veut pas dire, il faut comprendre tout simplement que lorsque vous prenez ce que vous devez faire au plus important possible et que vous vous levez tôt, vous arrivez quand même à obtenir les résultats. Francis Ouarami, vous croyez aussi à cette expression « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Oui, mais je pense plutôt qu'il faut savoir relativiser. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais si on se lève tôt, ça dépend de ce qu'on fait lorsqu'on se lève tôt. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se lever tout simplement, aller se balader le matin, non. Justement, l'avenir ne vous appartient pas dans ce cas-là. Pour regarder un film ou bien pour scroller sur Internet, je pense que c'est mais plutôt... d'aucuns disent que l'avenir, si tu te lèves tôt, c'est pour éviter les embouteillages sur la route. Justement, ça dépend de ce qu'on veut non, éviter. Se lever tôt ici, c'est de commencer très vite ce qu'on a à faire peut-être dans la journée. Comme ça, on a plus de temps de le faire et on peut quand même avoir le résultat escompté. Voilà un peu. Merci à vous, Francis Farami. Merci encore à vous, Quentin Amoussou. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Le panel de discussion sur Frimatin, c'est avec vous, Yango Kodo. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, Billy Gaëlaïbi. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bonjour, Nassine, c'est un plaisir. Abdelkader Achirou, Francis Farami, à nouveau, bonjour. Bonjour, à nouveau, Nassine Fatoumi. Aujourd'hui, dans le panel de discussion, amis internautes, on parlera de la sexualité au Bénin, sujet tabou entre parents et enfants. D'entrée, Yango Kodo, dites-nous, la sexualité, c'est quoi selon vous? La sexualité, ça regroupe tous les faits, ça regroupe tout ce qui existe, que ce soit physique, de l'ordre physiologique. Et la sexualité, ça se base de plus en plus, ou elle est de plus en plus orientée vers cette relation hommes et femmes
qui a été tabou pendant des années, mais aujourd'hui qui devient de plus en plus démocratique. Qui devient de plus en plus démocratique. Béli Laibi, vous partagez son point de vue. Selon vous, la sexualité, c'est quoi? La sexualité, je dirais simplement que quand on dit sexualité, il y a sexe dedans. Il y a le genre masculin, il y a le genre féminin. Je ne pourrais pas vous donner une définition exacte de la sexualité, mais quand on parle de sexualité, comme il l'a dit, il y a la physionomie, bon bref, tout ce qui a rapport avec un rapport, un contact entre homme et femme. Bon, c'est vrai qu'il y a autre type de rapport. Oui, mais bon, c'est sexe quoi. Ça parle de sexe et tout, bon, voilà. Abdelkader, dites-nous, selon vous, est-ce que la sexualité de nos jours, particulièrement au Bénin, est un sujet tabou? D'entre les jeux, il faut rappeler que la sexualité, c'est tout ce qui est en lien avec le sexe, comme on le dit, sexualité, donc tout ce qui est en lien avec le sexe. La sexualité tabou aujourd'hui, c'est un peu traiter cela avec beaucoup de bémol, parce que pour certains, c'est véritablement un sujet tabou, reste tabou, parce qu'ils estiment que pour parler de sexe, il faut avoir quand même un âge donné. Pour parler de sexe, il faut avoir quand même une certaine stature sociale avant d'en parler. Mais il y a une frange quand même de personnes qui estiment qu'on peut parler de sexe sans embâche. On peut parler de sexe sans crainte. Et vous allez voir qu'en lien avec le sujet d'aujourd'hui, on parle des échanges que les parents doivent avoir sur la sexualité. Vous remarquerez aujourd'hui dans les ménages au Bénin qu'il y a des parents qui échangent avec les enfants sans embâche, sans coufferie au sujet de la sexualité, comme il y a tout d'autres qui sont restés attachés aux valeurs à eux transmises par le parent et qui estiment que le sexe, c'est quelque chose de sacré, ce qui est totalement évident. C'est vrai qu'il y a une désacralisation du sexe aujourd'hui dans notre société aujourd'hui, où déjà même lorsqu'on voit un peu comment les jeunes filles exhibent leur corps sur les réseaux sociaux, lorsqu'on voit un peu certaines manies qui sont promu par les réseaux sociaux, on voit que bon, le sexe n'a plus toute sa sacralité comme elle avait dans la société africaine, notamment traditionnelle. Je n'irai pas avec l'éducation, mais avec la modernisation, avec cette volonté irrésistible et effrénée des uns des autres de vouloir quand même à tout prix ressembler à l'Occident, ressembler aux Blancs. On veut tout de suite copier tout ce qui vient de là-bas. Et donc, on estime par exemple que désormais, l'enfant et le papa doivent être des copains, doivent être amis. L'enfant doit tutoyer son papa pour ne pas avoir peur de s'extérioriser auprès du parent. L'enfant doit faire ça. Alors, sans oublier que cette éducation que nos parents, eux, nous donnaient par le passé, moi j'ai été éduqué comme ça parce que moi, mon père, il est militaire, puisqu'il vit encore les militaires. Chez lui, on ne tutoie pas, on vous voit. Et chaque chose a sa place. Vous savez, les militaires, c'est des gens très organisés. Donc, chaque chose a sa place et organisée. Donc, un parent, pour parler de la sexualité avec son enfant, il faut que l'enfant ait un âge donné. Pour revenir au sujet auquel on aborde aujourd'hui. Un parent ne pas déjà à 9 ans, à 8 ans, se mettre à parler de sexualité avec son enfant. Cependant, il y a quand même des notions élémentaires. Pour une femme, c'est peut-être une fille qu'on a, et qu'elle commence pas à trouver ses menstrues, il y a quand même un suivi rigoureux que le parent doit avoir avec son enfant quand même pour encadrer cet enfant-là dans son éclosion sociale. Parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, l'éducation de l'enfant est beaucoup plus influencée par beaucoup d'autres facteurs. Autrefois, maman restait à la maison pour éduquer les enfants. Autrefois, maman avait une lourde responsabilité d'éduquer les enfants avec la complicité des tantes et des oncles. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est même plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on constate que bon, les tantes n'ont plus le mot à dire aux enfants, ce qui est totalement dommage. Moi, je condamne cela fermement. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus voir un enfant qui a un comportement déviant de la société, le corriger dans la rue. Tout de suite, l'enfant va amener ses parents, on va dire que pourquoi vous l'avez fait. Alors que autrefois, tout cela amenait les uns les autres à avoir. Regardez bien, quand vous regardez un peu la génération de nos parents est un peu plus haut que, vous allez voir que c'est des gens assez disciplinés, des gens qui ont la crainte des valeurs morales, des valeurs éthiques, des choses. Aujourd'hui, vous allez voir des jeunes aujourd'hui qui n'ont même aucun respect pour des personnes adultes être là et se mettre à s'embrasser là tout de suite. Vous voyez un peu. Non, on parle de sexualité, mais c'est vrai que bon, le sujet est un peu assez vaste, mais je pense que pour conclure ma première intervention, un père doit
attendre un certain âge donné pour échanger, pour parler de sexualité avec son enfant, pour voir un peu est-ce qu'il est viril, est-ce qu'il n'a pas des problèmes. À des moments donnés, peut-être des petits tics, parce qu'aujourd'hui, certes, on a dit modernisation, mais modernisation ne veut pas dire qu'il faut s'asseoir peut-être devant une télé, se mettre à regarder un film pornographique avec son enfant. Ça ne veut pas dire qu'il faut peut-être devenir un enseignant de la sexualité avec son enfant. Je crois qu'il faut mettre quand même une certaine retenue dans les échanges pour ne pas que lorsqu'on sera dans un échange sans embâge, on puisse oublier le rôle de père et d'éducateur qu'on a et se remettre encore dans un rôle d'initiateur ou d'instigateur à la déviance sociale. Merci à vous, Abdelkader, pour votre intervention. Francis Farami, vous avez suivi Abdelkader tout à l'heure dans son développement. Il a parlé de suivi, il a parlé d'âge. Selon vous, à partir de quel âge un parent doit parler de la sexualité avec son enfant? Bon, je pense que concernant l'âge, déjà en troisième, on commence à partir de la classe de troisième, oui, déjà au collège. Oui, déjà à la classe de troisième, on éduque les enfants sur la reproduction. Donc je pense que c'est déjà un âge idéal, parce qu'en parlant de reproduction, on parle de certains aspects qui ont rapport également avec la sexualité. On leur parle de menstruation et de bien d'autres. Je pense que c'est un âge idéal. Et une petite confidence, je pense que ça a été une chance pour moi. J'ai eu la chance de voir mes parents, ou plutôt mon père, qui me parlait de sexualité. Donc vous avez eu à... Justement, j'allais poser la question à Billy Gaël. Il vous est déjà arrivé de parler, de vous asseoir avec votre maman, pas une tante c'est déjà trop éloigné, votre maman, et parler de la sexualité avec elle? La première fois, on a parlé, indirectement de sexualité, c'était plutôt comme sur un champ de judo. De judo, les échanges n'étaient pas fructueux. Bon, c'est parce que à une période de mon adolescence, je suis restée avec un tuteur, je vais dire un oncle paternel, pour continuer mon cursus secondaire. Donc, après que je sois allée là-bas, je vais dire 1 an après, j'étais rentrée pour les vacances et tout. Selon les rumeurs qu'on lui avait dites, ta fille, elle connaît un garçon. Oh, moi, je ne maîtrisais pas tout ça. Et c'est pas comme aujourd'hui, je parle bien le goût, le fond et tout ça. On dit ça en fond, on dit Fitou et Kotousounou. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je dis Tousounou comment? J'ai plein d'amis garçons. Donc, quand on lui dit ça, elle me demande Akoyon Sounou. Voilà, elle insistait sur la question. Combien de fois je te pose la question? 3 fois. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Jusque-là, j'étais perdue. Après, c'est après que j'apprends que, c'est vrai, l'un des enfants du tuteur lui a dit que voilà, parce qu'on m'a vu avec des garçons et tout. Comme elle ne reste pas avec moi, elle a paniqué et c'est un parent proche qui l'accompagnait, qui lui a dit, mais calme-toi et pose-lui les questions comme il faut. Parce que ma mère, elle a quand même dit, elle m'a défendu dans mon dos en disant à la tutrice et à son mari, le tuteur, que mes enfants ne sont pas comme ça. Si elle trouvera le moyen de me faire comprendre qu'elle a fait ça. Donc après, je rentre chez elle, je pars en vacances. Ma mère me dit, ce que je sais, c'est que le jour où quelqu'un tombe enceinte ici, il y a les dangotés là. On va mettre les avis dedans. Ils vont aller rester. La personne va rejoindre la personne qui est l'auteur de la grossesse en même temps. C'est comme ça que les gens vont se marier à partir de maintenant. Je dis ça aussi pour le garçon. Si quelqu'un est enceinte là, il n'avorte pas. La personne va le rejoindre et c'est le gari qui sera au quotidien. Bref, c'est comme ça que mon premier dialogue sexuel a été établi avec ma mère. Mais bon, c'est parce qu'elle était sous pression, je pense. Après quelques années, elle m'a fait asseoir pour me dire, tu as un certain âge, parce que jusqu'à 20 ans, j'avais plein de prétendants et tout, mais je n'étais pas encore allée au sexe. Et oui, c'est sérieux ce que je dis. Vous voyez la réaction de Abdelkader. Oui, ça l'étonne parce que de nos jours, à 15 ans, elles sont patronnes déjà. Oui, c'est vrai. Il y en a qui sont même plus expérimentées que moi, je l'avoue. Donc, je dis, à 20 ans, j'en ai vu. À 20 ans, je ne connaissais pas encore, je n'avais pas encore d'expérience sexuelle et tout. Et elle m'appelle, elle me dit, tu es sûr que tu n'as pas un copain? Si tu as un copain, tu me dis et je te dis comment tu vas t'y prendre. Et là, je lui ai dit, non, j'ai pas de copain. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est très proche de moi. On est amis, mais il veut qu'on soit plus que vous. Elle m'a expliqué, en tout cas, au cas où tu décides d'accepter ces avances, tout peut arriver. Je ne serai pas toujours là pour te surveiller. Je serai pas là pour te surveiller. Tu te surveilles toi-même, tu prends soin de toi-même. Donc, je peux simplement te dire, le premier rapport, tu dois le faire, exiger un préservatif. Que ton premier rapport soit préservé, protégé, pardon. Après ça,
il faut quand même que le garçon, s'il est un peu plus âgé que toi, il sache comment y aller pour ne pas te faire mal, pour ne pas te déformer et tout ça. Donc, on a parlé, et puis bon, je n'irai pas dans les détails, mais le premier conseil que j'ai reçu de ma mère, et qui a été confirmé par un ami un peu plus mature, je pense, c'est le premier contact sexuel, ça doit être protégé. Pour que tu n'aies pas des regrets dans la vie après. Donc, c'est après ça, avec le temps, les années qui ont suivi, quand j'avais une préoccupation, j'allais lui dire. Quand quelque chose me surprenait, j'allais lui dire. Si c'était drôle, on en rigolait et elle me donnait les conseils qu'il fallait. Voilà. Leandro Kodo, dites-moi, est-ce que c'est le fait de ne pas être en contact avec ses parents sur certains sujets, notamment la sexualité, qui amène nous jeunes d'aujourd'hui à être dans la dépravation, si je peux m'exprimer ainsi, aller à tout vite, aller au rapport sexuel. Tout à l'heure, Billy Gaël a donné un exemple. Papa m'a dit que déjà à l'âge de 15 ans, les filles, que ce soit filles ou garçons, vont déjà au sexe. Est-ce que c'est le fait de ne pas être en contact, discuter avec les parents qui amènent ce genre de truc? Ou bien c'est du suivi pour d'autres? Il y a évidemment beaucoup de facteurs. Il y a des parents qui discutent avec leurs enfants, essaient de les préparer à cela, un peu comme le cas de Billy. Mais juste après la première expérience, il y en a qui jettent aux oubliettes les conseils des parents depuis leur jeune âge, vous voyez. Il y a aussi un peu de mimétisme. Et il y a actuellement un facteur que moi j'ai toujours dénoncé parce que ça favorise la dépravation des enfants. C'est quoi? C'est les télénovelas, les feuilletons. Franchement, les enfants n'ont pas conscience qu'ils sont dans ces images, dans film. Ils veulent vivre la réalité qu'ils voient de leur héroïne ou leur héros dans la série ou dans le feuilleton qui passe. Ils veulent aussi, ils ou elles veulent que leur prochain compagnon soit aussi beau, aussi élégant que celui que lui l'admire si tant dans son feuilleton préféré. Elle aussi, elle veut réagir à des niveaux, elle veut réagir à des moments comme la fille qu'elle aime tellement dans ce feuilleton qui passe là, vous voyez. Donc facilement, ça agit sur leur mental et ils ont tendance à vouloir matérialiser cette réalité virtuelle dans leur vraie vie, je veux dire, vous voyez. Donc, à part les facteurs qu'on connaît, l'éducation des parents, le suivi par moment, pour moi, c'est les novelas qui sont, franchement, pour moi, une véritable menace pour l'éducation sexuelle des enfants. Abdelkader et Leandro Kodo a dit que selon lui, ce sont les télénovelas qui sont... Ah ouais, j'allais oublier aussi l'accès à Internet. Parce qu'aujourd'hui, tu achètes le portable à ton fils de 14 ans ou à ta fille 14 ans, 15 ans, tu ne peux pas savoir à quel moment il consulte les pages pornographiques, les films adultes. Donc franchement, sur ce point, tu auras beau éduquer tes enfants, mais tu ne peux pas contrôler ce fait-là, par exemple. Abdelkader, vous avez suivi Leandro Kodo, il dit les télénovelas, l'Internet, le téléphone portable. Est-ce que selon vous, dans le processus, dans le programme à l'école des enfants, il doit y avoir un suivi, notamment une matière pour enseigner les enfants à ce genre de pratique? Je crois au niveau de la reproduction, déjà au niveau des sciences de vie de la Terre, autrefois il y avait quand même des notions élémentaires qu'on donnait de part et d'autre. Je crois que le problème fondamental subsiste et résiste dans les relations père et enfant, entre mère et enfant, d'entre deux jeux. Parce que éduquer un enfant, c'est un parcours de combattant, c'est beaucoup de choses qui entrent en compte. Parfois, lorsque vous avez un boulot qui ne vous permet pas de venir avec votre enfant à l'école, là où vous le laissez déjà là, c'est un environnement au sein duquel il peut peut-être copier des déviances. Parce que pour la plupart du temps, vous allez voir des parents qui vous disent que personne ne peut mieux te garder que moi-même qui t'ai mis au monde, ce qui est quand même une réalité parce qu'il y a très peu de personnes qui sont tellement humaines, qui ont cette faculté de pouvoir traiter l'enfant d'autrui comme
leur propre créature, progéniture. Donc, du coup, il y a ce problème qui subsiste là. Donc, tout dépend d'abord des échanges qu'il y a entre les parents et les enfants. En dehors de cela, le plus fondamental, c'est le cadre dans lequel l'enfant a connu son éclosion sociale. Lorsque l'enfant naît, il est resté avec ses parents et tout, il y a des parents qui contrôlent beaucoup tout ce que leurs enfants côtoient. Mais il y a d'autres parents qui estiment que bon, il est allé à l'école, il va revenir. Quand l'enfant va à l'école, il revient, l'enfant peut-être dit tout, mais parfois il ne dit pas tout. Quelle est la nature de ceux qu'il fréquente? Parce que la plupart du temps, vous êtes là, peut-être vous avez connu la sexualité, je suis pas sûr que c'est votre père qui vous a amené au tableau, qui vous a appris que bon, pour coucher avec un homme, on fait ci, on fait ça. Je pense que c'est maman qui a peut-être donné les bases élémentaires. On l'a peut-être appris grâce à des amis vicieux ou vicieuses, on l'a appris par des amis pervers, on l'a appris aux dépens peut-être d'amis ou de copines qui racontaient leurs bonnes ou mauvaises expériences. Tout cela aussi a suscité vers. Et le sexe pendant longtemps, autrefois avait été tellement enveloppé d'un voile de mystère qu'il y avait quand même ce désir irrésistible d'aller vers pour connaître, voir qu'est-ce qu'il y a là. Mais seulement que autrefois, la question était traitée avec beaucoup de bémols. Et on disait aux jeunes filles, ah, attention, si tu tombes enceinte, attention à ça. Mais avec cette volonté de vouloir quand même démystifier les choses, de vouloir demander aux parents que bon, on ne peut pas renvoyer une fille de la maison parce qu'elle est tombée enceinte, on peut pas faire ça, on peut faire ça. Le fait qu'on a commencé par demander à ce qu'on dégèle un peu l'éducation, qu'elle soit plus molle, cela a suscité, j'allais dire, c'était un engouement des enfants vers tout ce qui est un peu lié au sexe, à tort et ou à raison. Tout à l'heure, Léandre parlait tout à l'heure de télénovelas, je ne vais pas dire là, je vais parler des bandes dessinées. Il y a des bandes dessinées dans lesquelles vous voyez des enfants qui s'embrassent. Il y a des bandes dessinées dans lesquelles les enfants parlent de sexe, mais de façon dérivée, de façon indirecte. Et tout ça là, vous savez, l'enfant, dès qu'il est jeune, tout ça là stimule son intelligence. Vous allez voir aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui sont plus doués que nous quand on était tout petits. Vous voyez un enfant aujourd'hui à 4 ans, à 5 ans, on sort des phrases, vous vous dites, mais c'est quoi ça? Ça veut dire que déjà à 4 ans ou à 5 ans, cet enfant ne peut pas être traité encore comme l'enfant qui avait 4 ans il y a 20 ans ou 15 ans. Parce que ça veut dire que cet enfant-là est éveillé. Depuis le jour, peut-être avec ce que nous mangeons, peut-être avec ce que les enfants aussi mangent, dès qu'ils naissent, avec tout ce qu'on donne, les enfants sont de plus en plus éveillés. Vu qu'ils sont de plus en plus éveillés, l'enfant qui vient par exemple au salon, il y a cette émission qui se fait sur une chaîne internationale où l'enfant dit, mais chaque fois lorsque je suis dans ma chambre, j'entends papa qui dit arrête, ou bien maman plutôt qui dit arrête, ou bien papa qui dit, l'enfant rapporte des débats sexuels qu'il a entendus. Vous voyez un peu, tout à l'heure, on parlait de l'accès à Internet. Vous voyez, des enfants, parfois, avec leur accès à Internet, ils arrivent à aller sur des sites, à voir des choses. Aujourd'hui, des gens partagent des vidéos pornographiques comme des petits pains. L'enfant qui a peut-être 14 ans, même si le parent ne lui a pas acheté un téléphone, il y a beaucoup de contingences qu'il faut avoir ensemble. Je crois que le plus fondamental pour les parents, pour conclure cette intervention, c'est que le parent doit être très attentif à l'éducation de son enfant. Regardez qu'est-ce que l'enfant fait, qu'est-ce qu'il côtoie, échanger avec lui. Et dès qu'il voit que l'enfant commence par connaître le sexe, mais s'il a connu le sexe avant l'âge prévu, il faut... Selon vous, à quel âge on doit aller au sexe? Moi, je pense que le sexe, au-delà de tout, est un besoin. Ne soyons pas dans de l'hypocrisie. Nous avons connu quand même cette mystification des choses. Non, pour certains, ce n'est pas un besoin. Pour certains, le sexe reste un sujet, c'est un plaisir, voilà, pour certains, c'est un plaisir auquel on a accès lorsqu'on a atteint une certaine maturité sociale. Alors qu'au-delà de tout, ce que les gens ont du mal à accepter, c'est que le sexe est un besoin qu'on doit satisfaire. Ce besoin-là se ressent chez les femmes parfois juste en période de puberté. Parfois aussi au niveau des hommes, où on a envie, on a ce désir irrésistible. Alors lorsque vous sentez que l'enfant est dans cette période-là, où il est animé de ce désir irrésistible d'aller vers, il faut l'appeler, échanger avec lui, comme l'a fait la maman de Billy, lui dit peut-être, il faut peut-être se protéger, commencer par donner des informations. C'est là où j'appelle encore vu, voir que ces programmes-là, qu'on nous faisait avant avec, je crois qu'il y avait des petits magazines qu'on vendait avant autrefois dans les collèges, pour un peu essayer de sensibiliser un peu les enfants à travers des bandes dessinées qui étaient dans des petits livres pour éduquer les enfants à la sexualité. Parce que on sait que nos parents ici, notre psychologie, ça ne sait pas que nos parents, un peu s'assoient et parler sexe avec son enfant. Il
ça paraît un peu gauche dans notre sociologie à nous, africaine. Mais, même si on doit le faire, vous allez voir qu'on ne peut pas faire plus que ceux qui sont les précurseurs de telles pratiques et de tels procédés. Donc, je pense que le plus idéal, c'est qu'on doit promouvoir davantage ces procédés-là où on envoie des petits trucs pour éduquer les enfants, que l'enfant sache que bon, voilà ce qu'il doit faire et montrer à l'enfant les dangers qui subsistent au niveau de rapports sexuels. Les dangers sur le plan sanitaire, les dangers sur le plan spirituel, sur le plan psychique également, pour que l'enfant puisse savoir que, lorsque je vais vers le sexe, il y a des femmes, par exemple, papa m'a dit qu'il y a des femmes, si je touche, ça peut détruire mon avenir sur le plan spirituel. Là, l'enfant reçoit ça. Il est dans cette moule, il fait. Sinon, on va continuer à voir ce qu'on voit aujourd'hui avec des jeunes filles de 20 ans qui ont des corps totalement fanés. La fille a 20 ans, mais vous voyez, sa morphologie ressemble à une femme de 35 ans, peut-être 30 ans. Vous vous demandez vraiment, est-ce que... Il y a des filles, vous voyez, parfois, elles vous disent, j'ai tel âge, je vous dis, mais quand... C'est parce qu'elles n'ont pas eu un suivi. Parce qu'il n'y a pas eu un suivi en temps. Parce qu'en temps, les parents aussi ont... démissionner de leurs responsabilités. Et ça aussi, il faut voir, on ne fait pas un enfant parce qu'on fait un enfant. Il faut qu'on en finisse avec cela. Moi, je ne suis pas pour le fait que nous soyons dans cette volonté de copier de façon tous azimuts, tout ce qui vient de l'Occident, sans inculquer dans cette valeur-là tout ce qu'il y a de côté de positif. Ça ne sert à rien d'avoir 7 enfants si on n'est pas à même de les scolariser et en dehors de les scolariser, de garantir à ces enfants-là un suivi meilleur. Ne prenez pas vos enfants pour aller créer des problèmes aux autres. Ne prenez pas vos enfants pour aller perturber la quiétude des autres. Votre enfant ne doit pas être une corvée pour quelqu'un. Votre enfant ne doit pas être une charge pour quelqu'un, ni pour vos parents, ni pour autres. Vous le faites lorsque vous sentez que les conditions sont réunies pour... Si vous n'avez pas des parents qui peuvent peut-être garder vos enfants, vous n'avez pas peut-être des gens qui peuvent s'occuper de l'éducation de vos enfants, vos enfants ne sont pas disponibles, soit les parents sont là, et vous restez là à prier tout le temps pour eux, pour que ces parents-là soient là pour éduquer vos enfants. Mais lorsque vous faites des enfants et que bon, parce que parfois il y a des gens qui sont tellement inconscients, ils vont coucher avec les jeunes filles, les engrossent, elle aussi, elle n'a pas été préparée pour l'enfant naît, pour eux, juste payer l'école, c'est déjà bon. Résultat, après on a un enfant qui déjà à 12 ans, 13 ans, commence par se battre lui-même, il est livré à lui-même, et cet enfant-là, qu'est-ce qui se passe? On constate avec beaucoup de désolation qu'à 14 ans, 15 ans, vu qu'il y a une liberté, parce que vous savez, quand il n'y a pas un gendarme, il y a toujours de déviance. Dès qu'il y a la liberté, l'enfant commence à côtoyer le sexe dans tout son sens, dans la plénitude de toute son expression, devant, derrière, il fait tout. Parfois, ça a un avantage. Lorsque l'enfant côtoie, il a une bonne expérience, après, il dit, bon, il n'y a rien là, je laisse. Mais quand l'enfant côtoie de mauvaises personnes et qu'il devient perverti par ce qu'il constate et autres, l'enfant devient un vrai champion sexuel, il ne respire pas le sexe. Quand c'est une femme, elle commence par pratiquer ça, pratiquer d'abord pour le plaisir, avec le plaisir, elle constate qu'avec le sexe, son sexe qu'elle a avec elle, elle peut gagner de l'argent. Du coup, on constate des discours sur lesquels on voit sur les réseaux sociaux où les jeunes filles ne veulent plus rien faire. Elles ne pensent qu'à vendre leur corps. Elles ne pensent que à se vendre, et j'ai cette chair de poule de voir parfois des humains comme nous insulter leurs copines pour dire regarde-moi sa tête, regarde-moi sa tête, tu me vois, moi je suis une femme claire, je suis ça, sans compter que cette beauté-là, elle est providentielle. Mais en dehors qu'elle est éphémère, elle est providentielle. Nancy n'a pas demandé à être de cette morphologie. Billy Gaël n'a pas demandé à cette morphologie. Si elle devait avoir son mot à dire, peut-être elle doit demander que son nez soit autrement. Elle aurait demandé que peut-être elle ait d'autres grandeurs. Mais je suis bien comme ça. Donc je pense que il y a un travail profond à faire à la rééducation des parents pour leur montrer véritablement leur responsabilité dans l'éducation des enfants. Parce que lorsqu'on laisse même le sexe, c'est un travail fou qu'il faut faire. Parce que vous voyez des enfants aujourd'hui dans la séculation qui vous disent non, mais toi, mais autrefois c'était impossible. Autrefois c'était impossible, c'était ahurissant. Vous voyez des enfants aujourd'hui, vous êtes père de famille, vous avez la journée, les enfants peuvent se voir là, assis là, ils se mettent là à s'embrasser. C'était impossible autrefois. Mais aujourd'hui, c'est sans embâche. Je crois qu'il faut rééduquer les parents, penser à l'éducation de nos enfants et au-delà de tout également penser aux déviances sociales et réprimer cela. Moi, je suis pour ça qu'on réprime ces déviances sociales pour qu'on n'ait plus des jeunes filles qui n'ont pas été éduquées sexuellement et qui, ayant connu le sexe sur Internet, connu le sexe en cours de route, décident que, bon, elles peuvent se vendre, elles peuvent prendre les fesses, les rondeurs, tourner en rond pour se faire de l'argent. Merci à vous, Abdelkader Achirou, pour cette belle intervention. On va écouter rapidement Francis Fahmy. Francis Fahmy, vous avez suivi Abdelkader dans son développement. Je suis sûre que vous aussi, vous avez une anecdote à partager avec nous. Quelle a été la réaction de votre père la première fois où vous l'avez dit que vous étiez allé au sexe avec votre petite amie? Bon, c'était pas vraiment... Bon, je vais plutôt parler d'une autre anecdote. La première fois où lui m'a parlé du sexe, c'était
Je crois que j'étais en première, j'avais 16 ans, 17 ans. Et il me voyait souvent traîner avec une fille. La fille venait à la maison. Très rapidement, on va quand même suivre la vie de nos amis. Oui, un peu de souci. Du coup, il m'a demandé, comment ça se passe avec les filles? Je me suis dit, comment ça se passe avec les filles? J'ai essayé de comprendre, mais je n'ai pas pu comprendre. Du coup, après, j'ai posé la même question à ma maman pour lui dire, voilà ce que ton mari m'a dit. Je n'ai pas compris. Et elle, de son côté, elle a pouffé de rire. Elle a dit, son mari ou papa? Bon, c'est aussi son mari, c'est mon père, mais c'est son mari aussi. C'est son mari. Mais elle m'a dit, bon, on va en parler plus tard. Et le soir, elle me fait asseoir. Et quand tout le monde dormait, elle me dit, voilà ce dont ton père voulait te parler. Mais après, c'est moi-même qui suis allé voir mon père. La curiosité vous a poussé à aller voir votre père? Non, c'est moi qui suis allé le voir finalement. Il n'a plus besoin de revenir. Mais je pense aussi qu'il y a un gros travail que les parents devraient faire. Okay. Ça consiste à quoi? C'est vrai, il faut savoir, il faut sensibiliser les enfants. Mais il ne faudrait pas que cette sensibilisation-là vienne un peu tard. Si par exemple un enfant a déjà connu le sexe, comme l'a dit Kader, dans la plénitude de tout le sens, c'est pas maintenant que vous allez lui donner quelques coups. Voilà. Si l'enfant a déjà pris goût à la chose, et l'enfant sait déjà que, bon, l'enfant se dit déjà que je connais déjà tout ce qu'il y a à connaître. Quand le parent vient et le parent lui dit, bon, tu sais, pour ta première fois, il faudrait que ça se fasse comme ça. Alors que la première fois, ça remonte peut-être à une éternité. L'enfant ne se rappelle même plus de comment c'était la première fois. Et c'est maintenant que vous dites à l'enfant, pour ta première fois, il faudrait que ça se passe comme ça. Bon, l'enfant va se taire. Au fond de lui, l'enfant se dit, regarde-moi celui-là. Il ne sait même pas ce que moi je vis. Et du coup, certains enfants se disent, l'époque de nos parents, là, ça remonte. Ce n'est même plus actuel. Alors que c'est vrai, cette époque, les choses ont changé, mais il y a quand même des choses qui restent les mêmes. Donc, je pense que le plus gros du travail est au niveau des parents. Merci à vous, chers panélistes, pour vos différentes interventions. On va quand même suivre l'avis de quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou qui se sont rapprochés de Kanté Amoussou, de Francis Fahami pour avoir leurs avis sur la thématique du jour. Pour certains parents, pour eux, ils pensent que s'ils disent, s'ils commencent à parler de la sexualité aux enfants, ils iront à l'acte. Vous voyez? Donc c'est pour cela, il y a les parents qui craignent d'en parler avec les enfants. Moi, par exemple, ça me plaît de parler avec mes enfants. Mais je n'ai pas à parler avec mes enfants parce que ça m'est un peu difficile d'aborder ce sujet avec les enfants. Bien vrai, nous le DJ do aiku maji fi dion we zon bo vile mi na no ya ze da li oji boy na comprendre nous le DJ do gbe o mi gbe apepe télé de bonde le de mais au fait que ni a do conversation ni me ka vito e direct et na le tout no je me no mi ton de so o ze mi da l'idée le di we cho boy mi no le pon télé boy mi no c'est le donc edo nécessaire bo gbe to do na kan ho ni le do ho ni le nous vite forcé. Par exemple, mon papa et ma maman ne m'ont jamais parlé de ce genre de trucs-là. Vous savez, et moi, par exemple, je n'ai jamais vu mon papa avec ma maman en train de s'embrasser. Mais aujourd'hui, maintenant, là, les enfants voient le papa et la maman s'embrasser. À cause de quoi? À cause de la télé, novelas. C'est ça qui a gâté beaucoup d'enfants. Mais ça nous plaît aussi de discuter avec nos enfants. Mais c'est un peu difficile quoi. Nous sommes bien parents, mais quand on est avec Bédion, nous sommes surtout. Nous sommes bien CM2 ou bien 6e. C'est Jinjaï. Nous sommes les Aïblo Léona dans les Wa, Ablo Léona dans les Wa. Amado Horan Vio et Vio. Et nous sommes maïs Zévanou et Nazianoui. Eh, vide non c'est ni voilà. Donne le temps. Toi et non c'est nous sommes voilà. When you saw in we will pass a new bioje landi, but maybe colo tuntun, ne no check bogbon, ne sunuponyon, podona no vivi megbon, ne ni mi jan sekpo mi de o. On hold on vio, even no zombo. Egbedion vio, na mo umdo le koton na waji nle nu mi. Amache. Donc fie parents la do na wazo pele do vie ton de ne surtout ebe ku secondaire. E je fie na je o. Ndebo je, nde sunuponyon no po vio na tun je we. Akaje do ni sin kwegbe na mla e o. Retour plateau Abdelkader, Billy Laïbi, Léon Kodo, Francis Fahami, vous avez suivi avec moi quelques citoyens béninois qui sont pour le fait que les parents aient une discussion avec les enfants sur la sexualité. Abdelkader.
Oui, évidemment, comme une dame a eu à le dire, et comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, effectivement, il faut que les parents échangent avec leurs enfants sur le sujet de la sexualité pour quand même les éduquer. Mais comme je le disais tout à l'heure, le véritable problème aussi, c'est l'absence des parents à la maison. Parce que lorsque vous êtes adulte, lorsque vous êtes majeur, vous êtes mature, vous êtes parent, vous êtes censé très vite reconnaître déjà les premiers pas d'un enfant qui commence par côtoyer le sexe. Lorsque l'enfant commence par côtoyer le sexe, déjà il y a des comportements qui changent, il y a des pathologies comportementales qui s'installent. Est-ce que vous voyez la manifestation de ces pathologies comportementales déjà à l'instant, c'est que ma fille, attention, elle fait ci, pour tout de suite essayer de recadrer. Parce qu'il y a un problème, c'est que lorsque vous êtes absent de la maison et que la responsabilité de l'éducation de votre enfant n'est pas confiée à une personne responsable qui a ses aptitudes nécessaires pour détecter et distinguer le bien du mal, c'est que vous vous retrouvez après, in fine, dans une situation où l'enfant a déjà embrasser un chemin sur lequel il n'y a plus de retour, le retour n'est plus possible. Parce que lorsque vous voyez une fille, par exemple, qui s'adonne à outrance au sexe et qui commence par avoir certaines fréquentations, et que c'est un moment où, juste un jour, quelqu'un se plaint à papa pour dire, attends, fais-y, qui rencontre, il vient, il la frappe. Parce que voilà aussi un problème aussi parfois. Parfois, l'enfant a déjà outrepassé, tutoie même les sommités de cette déviance-là. Et c'est en ce moment-là qu'on vient amener l'enfant pour dire, on veut la frapper, on veut la ligoter. On a vu des cas à foison sur les réseaux sociaux, alors que si l'enfant avait été éduqué conséquemment, si l'enfant, moi il y a des filles par exemple qui sont de certaines familles qui savent qu'elles ne peuvent pas faire certains pas, parce que dans cette famille, papa, comme dirait un papa, tu m'as vu faire ça à ta maman une fois, papa ne va pas embrasser peut-être un moment devant les enfants, papa aura certaines retenues, et papa dès qu'il est à la maison, il y a des chaînes, des choses qu'on ne suit pas, à moins qu'on a déjà un âge donné. Donc je crois que c'est fondamental. Vous voyez même des parents quand ils ont construit la maison, il y a un salon qui est prévu pour les adultes, il y a d'autres. Mais lorsqu'on n'a pas, même quand on n'a pas les moyens, avec le peu de moyens qu'on a, on peut éduquer correctement son enfant. Et donc ça passe toujours, comme je le disais toujours, par la présence de quelqu'un à la maison. Sans la présence de quelqu'un à la maison, je crois que l'éducation de votre enfant est vouée à l'échec. Soit c'est la providence qui va vous aider à éduquer cet enfant-là, soit la société va avoir un bon œil pour vous, pour bien regarder avec vous, ou au pire des cas, lui-même, si Dieu arrive à lui donner cette conscience, elle est consciente, sinon après, bonjour les dégâts. C'est ça qui amène parfois les enfants à venir, après, au-delà de l'égalité sexuelle, venir voir leurs parents et dire des choses atroces, même des enfants menacés de mort. Leurs parents, on a vu récemment sur les réseaux sociaux un papa, un enfant qui dit, bon, voilà papa, moi aujourd'hui, désormais, je veux que tu aies retrouvé sur ton programme, je veux vendre ici cette maison. C'est des choses inadmissibles parce qu'à un moment donné, en temps, papa a démissionné. Je crois que ce matin sur ce plateau, il faut qu'on lance un appel envers les parents de ne pas démissionner de l'éducation de leurs enfants. Il faut qu'ils soient présents pour éduquer les enfants. Il faut qu'ils soient présents pour regarder et veiller au gré. Tout à l'heure, Billy a parlé. C'est parce que celui qui a dit, celui qui allait se plaindre à maman pour dire à maman que Vito autour sur nous. C'est parce que l'enfant en question a vu que l'enfant là, il sent qu'elle échange beaucoup avec des garçons. Ou bien on l'a vu en compagnie de garçons, on a dit, attention, alerte. Ma fréquentation majoritaire, c'était que des garçons. On avait dit, alerte. Donc on a alerté maman, on a alerté tout le monde pour que, attention, il ne faut pas que elle plonge dans ça. Parce que dans ces garçons-là qui sont des amis, il y aura forcément un pervers qui va essayer de l'embobiner. Vous savez, le plus fondamental des choses, c'est le contact. Dès qu'il y a le contact, vous ne maîtrisez plus ce qui est là. Et lorsque vos enfants passent plus de temps, sont plus en contact avec le monde extérieur que vous-même, il y a un véritable problème. Lorsque vos enfants ont plus de contact avec leurs camarades de classe que vous-même, parce que l'enfant, il va au cours de 8h à midi, ça fait 4 heures, de 15h à 19h, ça fait 4 heures, 8 heures, et que vous, le papa, vous rentrez peut-être à 23h, à 6h, c'est quand l'enfant se lave, vous n'êtes pas encore réveillé, ou peut-être vous êtes déjà réveillé, mais vous êtes déjà parti, ça faut créer un problème fondamental. Donc, je crois qu'il faut que les parents voient un peu tous ces différents aspects pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de pouvoir copier aussi, parce que lorsque Francis éduque bien son enfant, je crois que le frère de Francis voit comment son grand frère fait. Lorsque Billy éduque bien sa fille, je crois que la sœur de Billy fera de même et son frère aussi fera de même, et ça permettra à tout chacun d'avoir davantage un monde plus assertif pour que nos valeurs africaines retrouvent leur marque. Et Andrew Kodo, vous, en tant que parent, dites-nous, quels sont les comportements que vous allez trouver ou bien découvrir chez votre enfant qui vous paraît peut-être suspect à l'avenir? Bon, je rends grâce à Dieu, on n'en est pas encore là. Oui, l'avenir, on va y arriver quand même. On n'en est pas encore là. Et on n'en sera pas là. On va y arriver. Non, on va y arriver, puisque tôt ou tard, l'enfant va grandir. Va grandir, tout à fait. La croissance est une étape qu'on ne peut pas, de laquelle on ne peut pas se dérober. Ben, moi, depuis tout petit, je discute avec ma fille.
Je parle beaucoup, je discute avec sa mère, je lui demande de trouver les moyens qu'il faut dès qu'entre femmes, elles sont seules à seules et de ces genres de sujets interviennent. Donc, il faut savoir comment aborder ce type de sujet avec elles. Et il y a aussi les vicieux, les maçons, les pervers. Les choses de ce genre-là. Aucune fille à l'abri, les filles de 9 ans aussi. De ce genre-là. Ben, bien sûr, bien sûr. Ben, moi, je vais revenir à une condition, c'est-à-dire quand l'enfant provient d'une famille aisée, c'est un couteau à double tranchant. D'une famille aisée, on dit qu'il y a trop de laisser-aller, papa n'est jamais là, peut-être en 2 avions, des réunions, et la maman, elle est un peu trop conservatrice et il y a beaucoup de laisser-aller. Donc le garçon comme la fille, dans ces genres de cas, sont capables facilement ou bien sont jetés directement pâtus, c'est-à-dire qu'ils vont sans une éducation à la base, sans être vraiment briefés, moulés dans ce type de comportement qu'ils n'ont pas souvent quand ils sont face à ces genres de cas. Donc facilement, l'enfant qui provient d'une famille aisée peut très facilement dériver. D'accord? C'est de la même façon, je dirais que c'est un couteau à double tranchant. Une famille de prolétaires, famille de pauvres, excusez-moi, famille de pauvres, vous voyez, il faut faire attention pour que faire tout. On ne vous demande pas d'être milliardaire ou millionnaire, mais de tout faire pour mettre le minimum à la disposition des enfants pour ne pas qu'on les échange contre un plat de spaghettis de 300 comme on le voit. Spaghetti Genoï, spaghetti loco la boga, spaghetti loco Genoï. On entend la parole d'un coutumier des faits. Non, pas coutumier des faits. Vous avez pris par là. Non, mais pas de... fréquenté peut-être. C'est vrai que c'est de la bassesse. Mais bon, il y a de ces situations qui peuvent arriver, puisque vous aussi, vous êtes un peu jeune adolescent. Qui peuvent arriver. Et qui pourraient être... et qui pourraient, voilà. Donc, c'est surtout ça le danger. Moi, dans mon quartier, ça me fait beaucoup mal. Je vois des petites filles, elles commencent l'école devant moi, à peine en 4e, en 3e, on dit... Et sur la zone, tu fais quoi? Elle fait rien. Le soir, elle va porter une mini-jupe. Elle passe plus de 1000 fois dans la rue. Tantôt, elle parle avec le zen. Tantôt, elle parle avec des garçons. Et ceci, celui-là, je vois ce genre de choses. Donc, selon vous, c'est la faute aux parents? Non, je ne dis pas forcément la faute aux parents. Franchement, c'est difficile à dire. Un peu de la faute aux parents et le milieu, l'environnement, comme Kader le disait, agit beaucoup. Mais comment éduques-tu ton enfant? Même si tu n'es pas riche, même si vous n'arrivez pas à manger tous les soirs, ou bien si certains soirs c'est gari que vous prenez avant de dormir, on doit éduquer les enfants pour leur faire comprendre que c'est comme ça, il faut souffrir. Il ne faudrait pas échanger cela contre la facilité, vous voyez. Donc, une fille qui en a marre que ses parents galèrent, vous voyez, elle a envie elle grandit, elle veut faire aussi de jolis cheveux, par moment elle veut porter ceci, et par moment porter ceci et cela. Elle a des copines, vous voyez, qui, elles, sont fraîches et tout. Elles vont ramener les pizzas, lui donnent un peu, et elle prend goût petit à petit. Elle se dit, mais attends, vous, comment vous faites? Ah, moi, c'est mon gars qui m'a acheté ça. Hein. La personne qui dit ça, elle n'a pas la possibilité d'appeler le nom gars à la maison. C'est tout, mais en même temps, elle sait qu'elle ne peut pas. Tu vois? Donc, petit à petit, voilà que ses ambitions sont en train de croître, je vais dire. Tu vois, mais elle a envie aussi, elle ne veut plus vivre cette situation de galère que ses parents lui font traverser depuis quelques années. Donc voilà, elle-même va s'arrêter devant une cafétéria pour regarder Telenovelas. On va commencer à lui acheter spaghettis avec œuf ou bien voilà. Donc petit à petit, pour un plat de spaghettis, tu es en train de livrer directement ton enfant. Il faudrait qu'on fasse vraiment attention. Il y a aussi une dernière chose sur laquelle je ne voudrais pas trop insister parce que tout le monde est libre. C'est le danger actuel, c'est plutôt la déviance sur le genre.
Ouais, la déviance sur le genre. Il y a le mode hétéro est en train de beaucoup plus en train de, je vais pas dire disparaître, mais si ça disparaît, il y aura plus d'enfants. Le mode hétéro n'est plus à l'unanimité ou bien pratiqué par la population, mais maintenant c'est les gens du même sexe, c'est des gens, c'est des transgenres, c'est des gens des garçons qui vont changer leur sexe, Oui, et des femmes aussi qui vont changer leur sexe. Donc, franchement, je pense que les autres, tout ce qu'on a dit avant est encore gérable. C'est encore gérable. Mais le danger est beaucoup plus sur l'orientation sexuelle. Ah, c'est un gros phénomène, un danger, et une panacée pour cette génération, celle qui va venir, parce que de jour en jour, les gens se sentent plus libres, les gens se sentent plus à l'aise en affichant, que ce soit publiquement ou à la maison, leur mode de vie sexuel. Ils n'ont plus peur qu'un garçon qui tourne les reins, qui tourne les fesses, qui s'en va comme ça. Il n'a plus peur qu'on l'insulte dans la rue de PD, excusez-moi pour le thème de PD, de couche, des choses comme ça. Vous voyez, de jour en jour maintenant, ils n'ont plus peur. Ils veulent afficher, ils veulent qu'on les reconnaisse en tant que PD ou en tant qu'homosexuel, quel que soit le genre. Il y a des femmes aussi, et de plus en plus, ça embrasse le milieu sportif. Vous voyez, il y a des femmes qui s'acoquinent. Il y en a une qui se déguise en homme et l'autre se déguise en femme. Moi, j'ai rien contre. Je souhaiterais juste que ces genres de personnes s'éloignent de l'éducation de mes enfants. C'est tout. Merci à vous, Leandro Kodo. Billy Gaël, qu'est-ce que vous pensez des parents, justement les mamans? Il y a d'autres mamans qui disent qu'ils n'ont pas le temps, qu'elle est assez mature, elle est assez âgée pour se contrôler elle-même. Est-ce que ce n'est pas elles-mêmes, qui encouragent ce genre de phénomène de notre société? Quand une mère ouvre, je vais dire, gaillardement ou largement sa bouche pour parler en ces termes, ça veut dire que peut-être qu'elle, on l'a élevée à la rue. Encore que les élevés à la rue, pour avoir été éduqués dans la rue et de façon sauvage, quand ils sont des enfants, il y a quelque chose qui tourne dans leur tête en tout cas. Ils peuvent être sauvages et tout ce qu'ils veulent, faire tout ce qu'ils veulent, mais concernant l'enfant, il y a une rigueur, il y a une façon de faire. Une mère ne peut pas ouvrir sa bouche, en tout cas la mère biologique, et dire à son enfant, elle est assez mature et elle peut s'occuper d'elle-même. Elle peut le dire peut-être quand il s'agit de... Même peu importe le domaine, tant que ton enfant n'a pas encore quitté ta maison, et même quand l'enfant quitte la maison, un parent reste un parent. Et l'enfant ne grandit pas. Chez nous, en Afrique, on dit que l'enfant ne grandit pas. Ses parents. Voilà. Il ne finit jamais de grandir. Oui, il ne finit pas de grandir. Même quand la maman en question est déjà vieille avec les cheveux sur la tête, son enfant aussi qui a déjà des enfants et des petits-enfants, elle continue de lui donner des conseils. Donc, je vois très mal. C'est vrai, il y a des dames ou des mères dépravées, je ne veux pas dire dépravées, bazardées dedans là, qui font des bizarreries. Mais en tout cas, moi, je ne conçois pas ça qu'une mère dise elle est assez grande. À mon âge, là, ma mère continue de me donner des conseils culinaires. Quand je fais la cuisine, je peux faire la chose, je peux préparer la même nourriture, je ne sais pas, peut-être comme les spaghettis, j'adore ça, et tout ce qui est fait à base de blé, j'aime ça. Vous nous imitez jamais. Cotiser. Je peux faire du spaghetti plusieurs fois, je peux faire indomie, spaghetti plusieurs fois dans la semaine. Elle est toujours quelque part en train de m'observer. Elle va dire, parce qu'elle sait que quand ça se répète trop, ça me fatigue, donc elle me fait. En tout cas, je ne dis rien, mais je dis seulement que ça ne soit pas trop épicé. Ou bien, elle dit, il y a toujours un petit commentaire, un peu comme pour te dire, reste concentré. Reste concentré. Et quand elle me voit par hasard avec le téléphone en train de prendre un appel, elle fait les coups comme ça, un peu comme pour dire, quand on cuisine là, on reste concentré. Donc, pour un parent, l'enfant ne grandit jamais, l'enfant ne finit jamais de grandir. Donc, un parent est censé quand même guider son enfant
jusqu'à le parent, en tout cas, tant qu'il n'a pas quitté cette terre, est censé guider son enfant jusqu'à ses derniers jours. En tout cas, c'est comme ça, moi, je vois là, je suis tout en Afrique ici. C'est vrai, à un certain moment, il ne faut pas se mêler de la vie privée de l'enfant quand l'enfant a un certain âge. Mais sur des trucs élémentaires, quand même, qui peuvent l'aider, ou éveiller sa conscience, il faut de temps à autre faire de petits rappels, mais pas laisser l'enfant. Par rapport à la sexualité dont on parle, comme un intervenant l'a dit tout à l'heure, quand l'enfant passe de CM2 en 6e, moi je trouve même, moi en tout cas, selon moi, je trouve déjà que c'est déjà même trop parti. Même déjà au cours primaire, même avec mon enfant qui a 5 ans, quand je vois qu'il a certains comportements, ou si c'est une fille, elle a certaines habitudes où elle est toujours trop attachée aux garçons. Moi, j'avais beaucoup d'amis garçons, ou j'en ai encore des amis garçons, c'est pas forcément mes... Non, c'est pas ça. Je sais faire la part des choses. Quand on est amis, on est amis. Si tu me dragues, on n'est plus amis. Donc, je dis, si ma fille, par exemple, développe ce côté-là, où elle est attachée, elle se sent plus à l'aise avec les garçons, moi, je vais lui dire, il y a des mots. Il y a des mots subtils, il y a des mots sages, il y a des mots très simples de son âge qu'il faut utiliser pour lui faire comprendre que ma chérie, ma copine, c'est pas encore le moment, hein. Si quelqu'un te dit, en tout cas quelqu'un de plus âgé que toi te dit viens, on va rester seul dans la chambre, il faut appeler ton frère ou bien il faut appeler un ami, il faut que vous soyez une copine, il faut que vous soyez nombreux ou bien appelle un parent. Dis-moi ça. Ne laissez jamais l'enfant seul. À partir du moment où l'enfant s'est dit mes seins, mes fesses, ou bien j'ai des poils, du moment que l'enfant, en tout cas, sait se féminer, sait se mirer et dire ah mais je suis jolie, il faut déjà commencer à se préparer à lui donner une certaine éducation selon l'âge jusqu'à ce que l'enfant atteigne la puberté et tout. Moi, pas avant mes 10 ans, ma mère m'a parlé du phénomène de menstruation. C'est chose normale. J'ai remarqué une fois qu'elle était pardonnée aux toilettes et je lui dis maman, mais c'est quoi ce bobo que tu as? Qui t'a fait ça? Elle me dit non, c'est pas un bobo, c'est normal. Quand tu as un certain âge, à partir de tes 14 ans, 15 ans, tu vas avoir ça. Et quand on a ça, quand le garçon s'approche trop de toi, il faut fuir, il faut les éviter, il ne faut pas qu'il s'approche trop de toi, sinon tu vas pousser un gros ventre et tu vas faire le bébé. Tu es prête à faire le bébé avant d'avoir tes diplômes? J'ai dit non. Donc c'est resté quelque part dans ma tête. Et j'ai grandi avec ça. Donc il faut communiquer avec l'enfant, surtout quand l'enfant est un enfant intelligent et curieux. Quand l'enfant est trop silencieux aussi, il faut le pousser. Par le discours de maman. Oui, le dehors, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut être en communication. C'est même d'abord ça la base de l'éducation. La base de l'éducation entre enfants et parents. Pas forcément lui dire que le sexe c'est doux, c'est mauvais, mais il faut toujours être en communication avec l'enfant pour que jusqu'à un certain âge, c'est relatif, jusqu'à un certain âge, l'enfant sache comment se comporter et certaines aptitudes. C'est comme ça, en tout cas c'est comme ça que je vois la chose. Et n'oubliez pas, avant de partir. J'aimerais ajouter aussi que, voilà, Léon a parlé des films et tout ça. Kader a dit quelque chose que j'ai apprécié, les dessins animés de nos jours. On doit parler des orientations sexuelles. C'est les dessins animés. C'est dans les dessins animés qu'on remarque plus, qu'on fait plus la promotion des orientations sexuelles où garçon aime garçon, embrasse garçon, fille embrasse fille. Et normalement, on n'a pas cette culture-là en Afrique de base. C'est vrai que l'homosexualité, c'est un truc qui existe depuis des siècles. Ça existe depuis des siècles. Depuis toujours. Oui, depuis toujours. Mais il n'y avait pas... C'était quand même caché, c'était quand même... un peu pudique, c'était dans des cercles restreints. On savait que telle personne, il pratiquait certaines pratiques, il faisait certaines choses et tout. Mais à un moment donné, les gens de l'Occident ont décidé d'en faire la promotion, de montrer qu'ils sont libres. Donc, pour montrer qu'ils sont libres, il faut aussi contaminer les nôtres, quoi. Donc, ils font la promotion de ça dans les dessins animés et tout. Il y a aussi ça, la sexualité, ça s'apprend dans les dessins animés. Moi, par exemple, j'ai très tôt connu les dessins animés où je voyais les gens s'embrasser. Mon papa ne m'interdisait pas de regarder, mais il me disait, est-ce que ça, c'est nécessaire pour toi? Est-ce que c'est de ça que tu as besoin? Parce que j'avais des dessins animés qui me permettaient de savoir que tel animal, on appelle ça le varan, on appelle ça le lézard, on appelle ça telle chose, telle chose. Il me dit, c'est bon hein, de regarder, mais est-ce que ça va t'aider à l'école? C'est la question qu'on me posait. Et ça me ramenait à suivre ce qu'il fallait suivre. Donc, il faut communiquer. Francis, tu vas très rapidement pour finir. Bon, pour finir, je dirais deux choses. La première, c'est, comme l'a dit Billy Laibi, il faut que les parents puissent communiquer avec leurs enfants. Il faut aussi que les parents soient là pour leurs enfants. Une petite anecdote, j'ai une amie, je ne vais pas citer de nom,
ses parents, disons que ses parents sont un peu modestes pour ne pas trop parler. Mais sa maman, elle n'est jamais là. Soit sa maman est au marché en train de vendre. Quant à son père, lui, conduit souvent les gros camions. Du coup, il n'y a souvent personne à la maison. Vous connaissez la personne? Et très tôt, son père lui dit, bah, tu vois, c'est toi la fille de la famille et c'est toi qui vas t'occuper de tes frères. Du coup, jeune fille, on lui dit, tu vas t'occuper de tes frères et de tes soeurs. Elle est seule à la maison. C'est vrai, il y a la télé, il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a personne à la maison. Un beau jour, le père revient et le père apprend que il y a tel garçon qui est venu à la maison et le père tout énervé. Il va voir la famille du garçon pour dire, qu'est-ce que votre enfant fait avec mon enfant? Et le garçon se dit, oh, si c'est lui, il faut le laisser. Et personne n'était même étonné. Je me suis dit, c'est quoi ce genre de comportement? Le gars revient à la maison, enfin le père revient à la maison et dit, je suis allé, voilà ce que le monsieur ou bien celui avec qui tu étais m'a dit. Et la fille, elle a fait comme si de rien n'était, elle est allée se rasseoir devant la télé. Et c'est en ce moment que le père décide que c'est le moment idéal pour commencer à discuter avec son enfant. Alors que pour l'enfant n'a jamais connu son père, parce qu'après j'ai eu à discuter avec la fille, elle m'a dit, bon, tu sais, vous autres, vous avez eu un peu de chance, hein. Nous, par exemple, nos parents n'étaient jamais là. Et elle m'a dit qu'elle n'a jamais eu le temps de discuter avec sa maman. Avec sa maman, c'était plutôt, et ça va, ok. Justement, ça va, ok, bon, moi je suis en train de partir et tout. Donc, il faudrait que les parents prennent en compte tout ça. C'est vrai, il faut chercher de l'argent. Mais s'il faut chercher de l'argent pour s'occuper des enfants, et après les enfants ne nous reconnaissent même pas, je pense qu'il y a quand même quelque chose à... Très rapidement pour finir, pour rester dans l'histoire de Francis qui est assez émouvante, je vais rappeler aux uns et aux autres qu'on ne fait pas des enfants pour faire des enfants. Un enfant qui a une mauvaise éducation, qui est une plaie de la société, c'est de la responsabilité des parents, parce que les parents ont raté l'éducation. Pour moi, on dit dans la langue, on dit, lorsque tu retrouves un enfant qui a une déviance, ça veut dire que ses parents ont dévié, ils ont échoué. Donc, il faut que les parents se rappellent du sens de la portée. Et que nos jeunes filles aujourd'hui savent ce que ça veut dire garder une grossesse. Il y a des jeunes filles qui pensent que, bon, parce que je suis enceinte, je vais l'accoucher, on l'accouche, on laisse l'enfant chez maman, et on rentre dans la vie encore, bonjour les lives sur TikTok, bonjour ceci, bonjour sur ça, et on fait des vidéos obscènes avec les enfants à côté. Je crois que tout ça ne donne pas de bonne éducation aux enfants. On voit des jeunes filles aujourd'hui qui mettent des tenues très sexy devant les enfants qui disent oui, touche mes fesses, tapote. On voit sur les réseaux sociaux des enfants qui sont là, qui disent devant l'enfant, oui, touche les seins. Parce que l'enfant déjà à 2 ans, sur les 3 ans, apprend à toucher les seins sans comme s'il voulait régler la fréquence de radio. Vous imaginez l'enfant quand il aura 8 ans, 10 ans, qu'est-ce qu'il va faire dans les salles de classe avec les autres enfants d'autrui? Donc je crois qu'il faut qu'on travaille à éduquer son enfant. Votre enfant est éduqué, c'est que vous travaillez à ce que l'enfant d'autres ne soit pas contaminé. Et si chacun éduque son enfant, on aura une société plus ou moins saine. C'est vrai qu'il y aura toujours des déviances, mais elle sera davantage saine et on va éviter tout. Parce que, n'oublions pas, il y a un aspect que Léandro a apporté tout à l'heure avec Billy, c'est l'homosexualité qui est devenue de plus en plus contagieuse. Parfois, c'est lié à plusieurs pas, parce que lorsqu'on parle d'éducation sexuelle avec les enfants aussi, il faut oublier aussi qu'il faut qu'on fasse comprendre aux enfants aussi que les déceptions amoureuses existent. Oui. Faut pas que une fille, à cause d'une déception amoureuse, devienne homosexuel. Il ne faut pas qu'un garçon, à cause d'une déception amoureuse, devienne un gay. Il ne faut pas qu'un garçon, parce qu'il n'a pas une grosse bite et que des femmes lui deviennent homosexuelles. Il ne faut pas qu'une femme, parce que bon, elle a eu un enfant avec quelqu'un et que ça n'a pas marché, le monsieur lui a menti, parce qu'il y a aussi ça. Parce qu'il faut que les parents soient là pour soutenir les enfants. Faut pas, même quand l'enfant a fait un mauvais choix, c'est votre enfant, vous devez l'assumer. Soit vous l'assumez, vous le reliez. Mais vous devez assumer votre enfant. Même quand on voit les parents parfois, parce que l'enfant est tombé soudainement enceinte, on ne renie pas l'enfant, mais on laisse l'enfant sans aucun suivi. Et psychologiquement, l'enfant est abattu, traverse le désastre. Alors que par le passé, vous n'avez pas éduqué l'enfant à... Et l'enfant restant seul après, l'enfant est confondu à tout. Entend l'idiot qui a enceinté la dame, l'idiot là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé la fille tomber. La fille maintenant, elle est choquée. Elle voit, voilà, c'est mon premier amour, voilà ce qu'il m'a fait. Étant choquée, maintenant, elle veut changer d'orientation. C'est parce qu'en temps, pendant les moments où elle traversait le désert du Djebel, c'était des femmes comme elle qui étaient à côté d'elle, qui peut-être étaient des lesbiennes aussi, mais qui venaient indirectement lui porter des lettres. Et vous savez que dans cette vie, on est toujours reconnaissant
envers une personne qui a été généreuse, une personne qui a été là Dans pour une nous situation en de- période de détresse. Donc je crois que c'est un travail de fou que les parents doivent faire. Et donc je le redis, je le redis, lorsque vous faites des enfants, vous devez être là pour eux. Si vous voyez que votre travail, vos entrées ne sont que de nature à garantir l'éducation pour deux, faites les deux. Il ne faut pas faire un C'est parce que tout. si on ne le souhaite jamais, mais les pas enfants meurent. déranger les Mais enfants. faites deux. Mais ne pas en faire 7 pour aller en placer à gauche, à droite, après avoir des enfants après qui n'auront pas les choses, qui n'auront pas nous honorer. Léon, vous êtes très content d'apprendre que c'est votre fille qui est peut-être la directrice de cabinet de tel ministre dans tel pays. Vous serez très heureux que ce soit votre garçon, Billy, qu'il soit peut-être un tel joueur. On sera très heureux d'apprendre que Nasri, voilà son enfant ici, mais on ne sera jamais heureux parce que ce n'est pas honorable d'apprendre que c'est notre enfant qui se déshabille sur TikTok. On ne sera pas heureux d'apprendre que c'est notre enfant qui fait ci, qui fait ça. C'est notre enfant qui est devenu le célèbre. Vous ne pouvez pas donner pour ne pas stigmatiser quand même une collectivité, qu'on appelle une collectivité d'orientation sexuelle, mais je pense que C'est une maman, non. Une maman, non. Merci à vous, chers panélistes, pour vos différentes interventions. Merci à vous, Abdelkader, Achirou, Billy Gaïla, merci à vous. Leandro Podo, merci à vous. Merci Nasri. Avant de partir, À vous. je pensais, au moins avant de clôturer, que vous nous disiez un mot peut-être sur votre cas, sur votre éducation. C'est que j'ai peut-être un mot aussi pour nous faire apprécier quand même. Ah bon, la majorité de ceux qui sont ici, notamment Billy Gaïlaïbi, Abdelkader, ils connaissent un peu moi, ma manière de fonctionner, la manière dont j'ai été éduquée. C'est ça. La manière dont j'ai été éduquée. Donc j'ai reçu une éducation qui ne me permet pas de faire... Un peu rigide. Oui, qui ne me permet pas de faire certaines choses, précisément côté sexuel. Elle est avantageuse. Oui. Elle a apporté des fruits. Oui, et ça continue de... Mais ça vous a rendu aussi un peu timide. Oh, oui, je crois que c'est cette partie-là que je vais essayer de corriger moi-même, la partie timide. D'accord. C'est vous qui le dites. D'accord. Merci à vous, chers panélistes. Encore une fois, merci. Free Matin se poursuit. On passe à présent à l'invité matinal sur Free Matin. L'invité matinal sur Free Matin, je reçois pour vous Ferdinand Kweko. Il est économètre, ingénieur et statisticien. Bonjour Monsieur Ferdinand. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Avec lui, on va parler du chômage ou sous-emploi sur le marché du travail au Bénin que présentent les indicateurs pour le recevoir. Je suis en compagnie, bien évidemment, de Abdelkader Achirou. À nouveau, bonjour. Bonjour à nouveau, Nasrin Fatoumbi. Bonjour à vous, Ferdinand Kweko. Bonjour Monsieur Kader. Alors ce jour, comme le disait tantôt Nasrin Fatoumbi, la thématique c'est chômage ou sous-emploi sur le marché du travail au Bénin que représentent les indicateurs macroéconomiques. D'entrée de jeu, je vous demande de nous définir ce qu'on peut comprendre par chômage et sous-emploi. Merci beaucoup Monsieur. Et avant de passer à cette définition, j'aimerais donner cette assertion d'un auteur qui s'appelle Masih Gorki, qui dit lorsque le travail est un plaisir, la vie est belle. Mais lorsqu'il est imposé, la vie est un esclavage. Alors, parlant de la définition du chômage, selon le Bureau international du travail, BIT, le travail, un chômeur présente 3 différentes caractéristiques. Lesquelles? La première condition, c'est qu'il faut être sans travail, c'est-à-dire vous n'avez pas un emploi salarié ni un emploi indépendant. La deuxième condition, c'est qu'il faut être à la recherche du travail, c'est-à-dire que vous devez mettre en place des dispositions pour chercher le travail. Et la troisième condition, c'est qu'il faut être immédiatement disponible pour travailler. Donc, selon le BIT, un chômeur, c'est quelqu'un qui remplit de façon simultanée ces 3 caractéristiques. Ces 3 caractéristiques-là. Voilà. Alors, ça c'est pour le chômeur. Ça c'est le chômage. Et le sous-emploi. Voilà, le sous-emploi est défini, au fait, quelqu'un est affecté ou bien en situation de sous-emploi lorsque la durée ou la productivité de l'emploi que cette personne exerce est insuffisant ou bien inférieur par rapport à un autre type d'emploi que cette personne peut exercer. Je prends l'exemple par exemple. À titre illustratif. Voilà, quelqu'un qui a fait une licence en statistique, mais qui se retrouve à faire, qu'on appelle, il est agent de sécurité. Pour être un agent de sécurité, on n'a pas besoin d'aller à l'université, a fortiori d'avoir une licence Bac+3 en économie. Donc, vous êtes en sous-emploi, soit lorsque la durée ou la productivité de votre travail est insuffisante comparativement à un autre type d'emploi que vous pourrez exercer si on vous donnait cette chance-là. Voilà. Est-ce qu'en tant que statisticien, vous avez pris une connaissance des statistiques du chômage et du sous-emploi au Bénin?
Absolument. Est-ce que vous pouvez partager ça avec nos amis internautes ce matin? Voilà, donc surtout au Bénin, le débat se fait surtout sur le chômage parce que même des personnes qu'on appelle intello, excusez-moi le terme, ils disent parfois que le Bénin a un problème de chômage. Selon vous, est-ce que le Bénin est effectivement un problème de chômage? Le Bénin n'a pas un problème de chômage, nous allons le découvrir tout à l'heure à travers les chiffres. Et là, je prends rapidement l'exemple des études qui ont été menées au Bénin, en l'occurrence l'enquête modulaire intégrée de conditions de vie des ménages, EMICOV, qui s'est déroulée sur 3 différentes générations. Il y a la génération 2006, la génération 2011 et la génération 2015. Lorsque je prends l'édition de 2006, ce rapport nous montre que le taux de chômage au Bénin est de 2,21%. Le taux de chômage au Bénin en 2006 était de 2,21%. Lorsque je prends le sous-emploi, nous avons 2 types de sous-emploi. Nous avons le sous-emploi visible et le sous-emploi invisible. Ces spécificités pour les démystifier pour nous? Ok, vous êtes en situation de sous-emploi visible lorsque vous travaillez de façon involontaire, pour le cas du Bénin, moins de 40 heures par semaine. La loi a défini qu'un employé doit travailler 40 heures par semaine de façon réglementaire. C'est-à-dire combien d'heures par jour? 8 heures par jour. 8 heures par jour. 8 heures par jour normalement. Mais en fonction des difficultés... Pas de 7 heures à 23 heures. Non. Là, lorsque vous travaillez de 7 heures à 23 heures, vous faites des heures supplémentaires. Et normalement, dans la législation, vous devez être payé pour ces heures-là. Selon vous, est-ce que les heures supplémentaires sont payées au Bénin au regard des statistiques que vous allez si déjà les gens ont des difficultés à accéder à un emploi, et quand ils accèdent à cet emploi-là, on leur dit voilà les conditions, soit tu respectes, soit tu pars. Cette personne-là, quand il fait l'arbitrage entre le fait de rester à la maison et d'avoir cet emploi précaire, il prend la décision est faite au fait. Il décide de rentrer dans cet emploi, même si cet emploi ne lui procure pas le bien-être nécessaire qu'il faut. Donc, parce que il sait qu'il n'a pas le choix. Quand il va laisser, le suivant va prendre. Donc, en réalité, le marché du travail béninois a beaucoup de subtilités qu'il faut vraiment prendre de façon au sérieux si on veut faire des propositions concrètes. Là, vous avez parlé du sous-emploi invisible et du sous-emploi visible. Vous parlez de l'invisible tout à l'heure. Voilà. Tout à l'heure, c'était le visible. Le visible est lié à la durée du travail. Et l'invisible? Lorsque vous travaillez, je reprends, lorsque vous travaillez moins de 40 heures de façon involontaire, un consultant qui décide de travailler 30 heures par semaine n'est pas affecté par le sous-emploi visible parce que ça, il a décidé de le faire de façon involontaire. C'est-à-dire, vous êtes disponible pour travailler les 40 heures réglementaires, mais en fonction de la situation économique, votre manager ou bien votre employeur ne peut pas vous employer en full-time. Donc, il dit, OK, vous travaillez peut-être 4 jours ou 3 jours, et en fonction des heures effectuées, on vous paie. De façon automatique, vous avez la volonté de travailler plus, mais vous ne pouvez pas le faire parce que la situation économique ne permet peut-être pas à votre employé de vous payer. Ça, c'est le sous-emploi visible qui est lié au nombre d'heures. La deuxième catégorie, c'est le sous-emploi invisible qui est lié au salaire. Le SMIC au Bénin était de 40 000. C'est vrai que depuis janvier 2023, nous sommes passés à 52 000. Quand vous avez un salaire, normalement, vous travaillez au Bénin, le plus petit salaire que vous devez avoir, quel que soit votre diplôme, c'était 40 000 et aujourd'hui, c'est 52 000. Malgré que c'était à 40 000, des gens font des travaux et sont payés à un montant inférieur au SMIC. Lorsque vous êtes dans une situation pareille, cela veut dire que vous êtes en situation de sous-emploi invisible. Vous avez un salaire qui est inférieur au SMIC. Ce qui ne devrait pas être le cas si le marché du travail était vraiment contrôlé comme dans les pays comme les États-Unis, au Canada, et ainsi de suite. Avant de vous laisser progresser dans votre raisonnement, est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre radioscopie en fait, du marché du travail? Tout à l'heure, j'étais en train de parler des statistiques. Je pense que nous allons progresser. Voilà. Je disais qu'en 2006, le taux de chômage était de 2,21%, tandis que le sous-emploi invisible est de 86,63%. Donc, vous pouvez consulter cet indicateur, se trouve dans le rapport au final de la première édition de l'enquête modulaire intégrée de conditions de vie des ménages. Quand on prend le sous-emploi, la même année, quand on prend le sous-emploi visible qui est lié au nombre d'heures de travail, son pourcentage tourne autour de 11,09%. Ça, nous sommes en 2006. Mais quand nous passons de 2006 à 2011, nous avons un taux de chômage qui passe de 2,7%. Et quand nous prenons le sous-emploi, les deux types de sous-emploi, invisible comme visible, le sous-emploi invisible tourne autour de 50%. 50%, c'est quand même considérable. Et nous avons le sous-emploi visible qui tourne autour de 31,5%. Ça, c'est pour le cas de 2011.
Nous allons maintenant en 2015, qui est la dernière édition où cette étude a été réalisée au Bénin, puisque c'est une étude nationale qui nous a permis en réalité d'avoir des indicateurs macroéconomiques. Le chômage en 2015, selon ce rapport, tournait autour de 2,3%. Et quand on prend le sous-emploi, nous avons 61,8% et 39%. Donc lorsqu'on fait cette comparaison de chiffres, on se rend compte que ce n'est pas le taux de chômage qui est élevé au Bénin. Et d'ailleurs, nous n'avons jamais atteint 3%. Une autre étude réalisée par la Commission économique pour l'Afrique, là en 2018, a montré que le taux de chômage au Bénin était de 2,4% en 2018, tandis que le sous-emploi est à 72%. Vous comprenez avec moi, à travers la lecture de cet indicateur, que le réel problème sur le marché du travail au Bénin, ce n'est pas le chômage, mais plutôt le sous-emploi. Absolument. Donc tout à l'heure, vous demandez cette radioscopie du marché du travail. Oui, vous savez, l'économie béninoise est à plus de 89% informelle. Donc, ça fait qu'en réalité, les travailleurs, ils travaillent, mais ils n'ont pas de contrat de travail précis. Des gens travaillent de façon orale, c'est-à-dire l'employé vient, il fait l'interview, c'est bon. On dit, viens commencer le travail demain sans contrat, sans signer un contrat de travail. Maintenant, lorsque cet employeur, parce que nous sommes sur le marché du travail, il peut y avoir rupture de contrat à tout moment. Lorsque cet employeur va décider de se libérer de cet employé, qu'est-ce qui va se passer? Quelles preuves l'employé a pour dire, voilà, nous avons signé un tel contrat, voilà les clauses de notre contrat. Dans ce cas, il n'a pas. Donc, quand on décide de le libérer, on le libère simplement et rentre chez lui. Alors qu'il y a un adage qui dit que c'est le salaire qui sépare qui différencie le salaire et qu'on appelle le mendiant du salarié, parce que un salarié sans salaire il devient mendiant. Tout à fait. Donc c'est assez important. Et ce qui se passe sur le marché du travail au Bénin n'est pas seulement une situation du Bénin, c'est en Afrique, parce que le marché du travail n'est pas du tout organisé en Afrique. Le Bénin, c'est dû à quoi? C'est dû au caractère informel de notre économie. C'est également dû peut-être, je dis peut-être à la mauvaise foi de certains employeurs, parce que quand vous recrutez quelqu'un, vous devez savoir qu'il doit avoir le minimum. Si vous avez suivi la dernière fois la rencontre du chef de l'État avec le patronat béninois, le chef de l'État a dit qu'il faut combattre l'emploi au noir. Travailler au noir, ça veut dire quoi? Vous travaillez, mais dans l'informel. On vous recrute, vous travaillez dans le secteur. Est-ce que l'État central lui-même n'a pas une part de responsabilité dans tout ceci? Oui, l'État, comme je vous l'ai dit, oui, absolument. L'État doit mettre en place des dispositions, des conditions. On ne crée pas un emploi par décret. L'emploi ne se crée pas par décret. L'État met en place des conditions et il facilite, il rend beaucoup plus facile la création des entreprises. Maintenant, lorsque les entreprises s'installent, ils doivent pouvoir non seulement travailler pour leur intérêt, mais également pour l'intérêt des travailleurs. Parce que travailler, c'est comme vous achetez un véhicule. Si vous êtes employeur, vous êtes à l'image de quelqu'un qui a acheté un véhicule, qui l'utilise. Il y a de l'apprentissement. Cette personne, il y a des gens même qui travaillent au Bénin sans assurance de santé. C'est-à-dire, quand vous tombez malade, c'est dans les maigres sous que vous utilisez là, qu'on vous donne à la fin du mois, que vous devez utiliser pour que vous soyez. Et je prends un exemple simple. Ça, c'est une petite anecdote. J'ai un ami qui a voulu signer un contrat récemment pour juste illustrer ce que je dis, avec une structure de la place. Et on lui a dit, il a demandé le contrat. Tout était bon. Le processus a été fait, il a été retenu. On dit, OK, tu commences. Il dit le contrat. On lui dit qu'on va lui faire sortir une note de service pour marquer son début de travail. Une note de service ne serait en aucun cas substituer un contrat de travail. Un contrat reste un contrat. Une note de service, c'est juste un communiqué. Donc, je pense que le gouvernement doit pouvoir mettre des bouchées doubles pour pouvoir... En fait, vous savez, le 1er mai que nous fêtons, c'est pas... Au-delà de cette récréation ou bien de cette festivité. Oui, c'est une récréation parce qu'on fête quand on a le progrès. Si vous allez dans l'histoire même, à la jeunesse même de cette fête, on a fêté parce qu'on a eu des exploits, on a eu des progrès. Mais quel progrès avons-nous aujourd'hui? Ça, c'est une question. On fête parce qu'on a des progrès. Maintenant, selon vous, il n'y a pas de progrès? Lorsque je prends un taux de chômage qui est à moins de 3% et un taux de sous-emploi qui est à plus de 70%, je suis inquiet. Et lorsque je compare ces chiffres avec la France, le taux de chômage en France est de 7,5%. Ça veut dire qu'au Bénin, le taux de chômage au Bénin est inférieur au taux de chômage en France. Vous pouvez aller consulter ces données. Au Canada, le taux de chômage tourne autour de 5,53. Au Canada, dans ces pays, ils ont des mesures sociales où celui qui cherche l'emploi, mais il a des subventions pour aller chercher.
Quand vous voyez ça, vous vous dites, est-ce que la définition, alors que nous utilisons les mêmes critères pour définir le chômage, est-ce que la définition que nous utilisons là, est-ce que c'est adapté réellement à nos contextes? Tout à l'heure, vous êtes en train de parler du contrat de travail. Pour vous, quels sont les fondamentaux du contrat de travail? Je pense que... Lorsque je suis peut-être un travailleur et que je prends mon contrat de travail, qu'est-ce que je dois y retrouver fondamentalement? Vous devez retrouver les tâches que vous devez faire, ça doit être clair de façon précise. Là, c'est encore une autre question. Il y a des contrats remplis de pièges aujourd'hui, c'est-à-dire, au fait, ce que je vous dis, c'est ce qui se passe dans la réalité. Dans la réalité, oui. Les gens signent des contrats, ils font signer des contrats aux travailleurs remplis de pièges. C'est-à-dire, on sait que quand on va actionner sur ça, là, quand on va quand on va résilier son contrat, il faut prévoir ça en même temps, on met dedans. Mais lorsque vous n'êtes pas un travailleur averti, vous signez et après, bonjour les dégâts. Donc, dans un contrat de travail, à mon humble avis, on doit expliquer de façon claire les différentes tâches que vous devez mener. On doit expliquer le délai pendant lequel, est-ce que c'est un contrat à durée indéterminée ou bien c'est un contrat à durée déterminée. Est-ce que votre salaire doit expliquer tous ces détails-là doivent être dans le contrat. Et ça doit être clair au fait. Et les clauses vraiment sont à étudier. Normalement, quand un employé prend un contrat de travail, on peut mettre en place un mécanisme où il va peut-être voir un inspecteur de travail pour lui soumettre ce contrat parce que tous les employés, tous ceux qui cherchent, peut-être qu'il y en a, mais je ne sais pas s'ils font cet accompagnement. Par exemple, au Canada, il y a ce qu'on appelle le numéro de sécurité sociale. Quand on vous donne ce numéro, c'est comme votre IFU au Bénin. L'IFU, c'est vrai que nous avons tous l'IFU. Le numéro de sécurité sociale en France, c'est quand on tape votre numéro, on sait qui vous êtes. Est-ce que vous êtes employé? Vous travaillez dans telle structure? Vous êtes chômeur? Donc, on doit avoir ces initiatives pour permettre en réalité d'accompagner les chercheurs d'emploi. Et l'autre chose également, c'est l'éducation. Notre éducation ne nous forme pas à réellement chercher du travail sur le marché du travail. Pourquoi? Comment? Parce que, vous savez, si vous prenez 10 étudiants qui finissent un cycle de licence ou bien même master, ils ne savent pas bien rédiger une lettre de motivation. Ce n'est pas dû au niveau qui baisse. Je le dis pas parce que, pour le dire, j'ai participé à des processus de sélection où on a éliminé des candidatures juste en regardant des CV. C'est-à-dire des CV. Votre CV, c'est vous, en fait. C'est ça, votre CV vous représente. Et ça, c'est même la première étape du recrutement. Vous présentez un CV qui n'est pas correct, qui n'est pas bien organisé, bien rédigé, c'est déjà les problèmes. Émaillé de fautes. Mais ça encore, c'est autre chose. Une lettre de motivation remplie de fautes, ça veut dire que lorsqu'on va vous confier une page, en une page, vous avez fait des fautes. Et lorsqu'on va vous confier un rapport à faire en 30 pages, ça veut dire que sur chaque page, il y aura des fautes et un puits de fautes. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de contrat à durée déterminée, contrat à durée déterminée. Dans notre registre actuel au Bénin, lequel est le plus concerné? Ça dépend de vos ambitions, ça dépend. Ça dépend. Je ne vais pas dire qu'il y a un qui est préféré. Ça dépend de ce que vous faites et ça dépend de vos ambitions. Ça, en fonction de l'entreprise et également de ce que vous voulez, ça dépend. Mais il faut vraiment étudier les contrats de façon très minutieuse. Alors, lorsqu'un employé a un contrat de travail avec un employeur et qu'au cours du travail, il constate que l'employeur lui affecte d'autres tâches qui ne figurent pas dans le contrat de travail et qui n'est pas prêt à payer pour ces tâches supplémentaires, qu'est-ce que le travailleur fait quand même il ne veut pas se retrouver au chômage? Au Bénin, c'est impossible. Actuellement, au Bénin, le travailleur n'a pas de choix. Il n'a pas de choix. Parce que s'il quitte, au chômage, parce que quand les gens ils font l'arbitrage entre le fait de rester à la maison, c'est-à-dire d'être chômeur, n'a rien à voir. Et le fait d'avoir quelque chose, même si de quoi survivre, on préfère faire quelque chose. C'est comme on dit, ton siffle aux élèves de maternelle. Je quitte la maison pour aller faire quelque chose. Donc en réalité, les gens travaillent, mais parfois ils ne sont pas épanouis. Alors que l'emploi, c'est l'épanouissement. Sinon, l'emploi serait comme une poêle à bannière. Mais à quand le sursaut chez nous en Afrique? Je pense que les responsabilités sont partagées. Des centrales confédérations syndicales ou bien les gouvernants? Ça passe par tout le monde. Ça passe même pas les employeurs. Parce que moi, je vous dis aujourd'hui, les employeurs, est-ce qu'il ne doit pas avoir un cadre qui doit contraindre les employeurs à le faire? Parce que les employeurs, eux, ils sont à la recherche de profit. À leur place, on ferait pareil aussi. Est-ce qu'il ne doit pas avoir un cadre qui doit contraindre les différents acteurs au respect de ces avantages? Absolument. Il faut créer peut-être ces cadres-là. Il faut créer, par exemple, des initiatives qui tentent peut-être à faire des contrôles dans des structures. Je pense que ça se fait. Mais là, encore, le problème, c'est la corruption. Quand
l'inspecteur du travail, je dis ce qui se passe en réalité. Quand l'inspecteur du travail fait une visite inopinée dans une structure, on dit qu'on doit déclarer. Et peut-être l'employé a déclaré environ peut-être la moitié ou bien même sur 20 personnes, il a déclaré 5. Et alors qu'il devrait tout déclarer. Dans ce cas, normalement, on devrait l'interpeller. Mais cette personne peut, comme vous le savez, jeter quelques pots de vin, on dit voilà, nous avons fait le deal. Et parfois, on fait dire à certains employés de dire qu'ils sont déclarés alors qu'ils ne sont pas déclarés. Donc, quand l'employé sait que... complice de la il est complice malgré lui, parce que lorsqu'il va quitter là, il ira où? Vous voulez qu'il devienne mendiant? Donc, c'est ça en réalité. Il faudrait que l'État prenne ses responsabilités. Je pense que le chef de l'État l'a compris déjà en disant qu'il faut combattre l'emploi au noir, mais il faut également sensibiliser les employés. Est-ce qu'il ne doit pas avoir des lois qui doivent encadrer davantage en dehors des propos des dirigeants, en dehors des discours que la plupart du temps on qualifie de politique? Est-ce qu'il ne doit pas avoir une législation formelle et véritablement un accompagnement de l'État central pour contraindre les uns les autres à le faire? Puisque les employeurs également, ce sont nos acteurs politiques aussi qui nous dirigent également, qui sont présidents de ci, de ça, directeurs de ci et de ça. Oui, pour parler par rapport à ce que vous avez dit, est-ce que vous avez déjà entendu au Parlement un député agiter la question de sous-emploi? Ou bien, quand vous prenez par exemple les stages, chez nous, les stages ne sont pas payés. On dit à la personne que tu as la recherche de l'expérience. Mais l'expérience avec quoi? Il va marcher pour venir là où vous êtes. Tout au moins, il faut lui donner de quoi se déplacer. Des gens font 2 ans de stage. 2 ans de stage à 0 francs. À 0 francs. On leur dit l'expérience. Quelle est l'expérience qu'il faut chercher sans avoir même un moyen de déplacement? Et je pense que notre Assemblée nationale doit vraiment reprendre du poids de la bête parce que ça passe déjà par la législation. Si on ne vote pas des lois qui sécurisent l'employé, c'est pas possible. Parce qu'ils ne font pas. Ils ne débattent pas en réalité de ces trucs parce que peut-être ils n'ont pas des enfants qui cherchent du stage, mais qui cherchent d'emploi au Bénin. S'ils ont des enfants qui travaillent en France, toutes les mesures sont là-bas. En France, vous ne pouvez pas travailler aujourd'hui sans contrat de travail, même si vous êtes technicien de surface. Ce n'est pas possible. Donc, il y a une législation formelle qui met en place un ensemble d'outils pour permettre à toutes les parties de respecter son engagement. Donc, je pense que ça passe, c'est déjà même le point de départ. Ce qu'on peut faire en réalité, on peut aussi peut-être le gouvernement peut initier une table ronde sur l'emploi parce que avant de réfléchir, avant des propositions pour améliorer le marché, il faut faire déjà l'état des lieux, comprendre la situation qu'il y a. Maintenant, convoquer à cette table ronde sur l'emploi, peut-être, on peut éviter les employés, les chercheurs et toutes les organisations, les experts pour pouvoir non seulement faire un état des lieux, mais faire des propositions concrètes par rapport au marché du travail au Bénin. Autre chose qu'on peut faire, je pense que nous sommes à l'ère du digital, on peut créer un cadre opérationnel de suivi et d'évaluation de la qualité de travail accessible au Bénin pour voir est-ce que telle personne a tel numéro de sécurité sociale, il travaille dans quelle structure, quels sont les avantages, est-ce que les heures supplémentaires sont payées? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Nous pouvons juste regarder à côté, mais pas copier forcément, regarder à côté, mais venir actualiser chez nous ici au Bénin. Donc, je pense pour ma part qu'au-delà de cette festivité, nous fêtons le 1er mai, fête du travail. Le 1er mai devrait être une journée de réflexion et d'action. Réflexion et d'action, c'est-à-dire en d'autres termes, c'est-à-dire qu'il faut que les syndicalistes, en dehors des revendications, puissent penser véritablement au mieux des travailleurs. Lorsque vous revendiquez, vous savez ce qui se passe chez nous en Afrique, lorsque vous revendiquez, vous ne faites pas des propositions. Qu'est-ce que vous demandez avant de revendiquer, moi je dis faites des propositions, venez déjà avec des propositions, revendiquez en même temps, mais proposez des pistes de solutions. Lorsque je suis là et vous dites que ce que je fais n'est pas bon, oui, c'est pas bon, je fais comment? Proposer des choses. Et pour proposer, c'est qu'il faut faire l'état des lieux, il faut faire des études, il faut appréhender le point de vue des uns et des autres. Il faut impérativement interroger les employés. En fait, nous sommes dans un cycle vicieux où en fait, l'employé n'a pas forcément le choix, mais il travaille juste pour régler peut-être un problème sur 10. Et là, c'est dangereux, en fait. C'est très dangereux. Les gens pièges sans fin au quotidien. C'est que parfois, quand ils rentrent dans ce cycle-là, ils ne sortent même pas parce qu'ils n'ont pas d'autre option. Parce que même notre système ici ne permet pas aux travailleurs
continuer, non, pas forcément des prêts, de continuer à se faire former. Aujourd'hui au Bénin, qu'est-ce que vous avez remarqué? Quand les gens commencent à travailler en même temps, ils ne se forment plus. On pense que le travail a un titre foncier. Ce n'est pas possible. Il faut que cela change. Il faut que cela change parce que le marché travaille dans une dynamique constante. C'est qu'il faut se renforcer. On parle aujourd'hui des outils d'IA. Combien qu'on maîtrise ça? Donc, il faut être en train de former. Même si je suis au travail, il faut être en train de se former au fur et à mesure et savoir que les compétences que nous avons correspondent en réalité avec les compétences qui sont cherchées sur le marché du travail. Je pense que le gouvernement peut mettre en place des initiatives comme ça pour accompagner ceux qui cherchent du travail. La NPE a fait quand même des choses. Je pense que, justement, je pense qu'au-delà de tout ça, on doit amplifier les actions. Des actions concrètes, pas juste des actions concrètes. Et il faut apprécier l'impact. Oui, pas des discours, pas pour dire oui. Non, parce que moi, j'ai suivi une intervention du directeur de la NPE qui avait parlé du faible taux de chômage. Et en réalité, il montrait en quelque sorte que ce faible taux de chômage-là veut dire qu'en réalité, peut-être tout se passe bien sur le marché du travail béninois. Non. Ce taux de chômage qui est très faible au Bénin, c'est un indicateur fallacieux parce que ça cache ce taux élevé de sous-emploi. Donc, je pense qu'il faut reprendre du poids de la bête, il faut se mettre au travail, il faut organiser des initiatives, mettre en place des initiatives, mieux réfléchir plus et poser des actions que de fêter les 1er mai. Je pense que là, ça va nous faire progresser. Et là, les années, peut-être 10 ans après, on pourra mieux fêter parce qu'on fête quand on a du progrès. On a du progrès, merci. Voilà. Merci à vous, Ferdinand Kweko. Je rappelle que vous êtes ingénieur, économiste, statisticien. On a parlé autour du chômage ou sous-emploi sur le marché du travail au Bénin que présentent les indicateurs macroéconomiques. Merci à vous, Abdelkader Achero, d'avoir conduit l'entretien avec moi. Merci. Amis internautes, c'est ainsi que prend fin Free Matin de ce jeudi matin. À Tifar la Faroudon, rendez-vous demain vendredi 3 mai pour le même plaisir.